Pose des questions après, parce qu'en fait, la table ronde qui suit a un intervenant qui est en visioconférence. Donc, on va, comme il a un temps limité avec nous, on va donc enchaîner immédiatement. Donc, vous avez bien cerné les liens qui unissaient l'environnement et la santé. Maintenant, il nous faut comprendre comment atteindre cet objectif, même si le professeur Lévy nous a déjà donné quelques pistes. Nous allons donc poursuivre par la table ronde qui nous permettra de savoir si nous sommes proches ou non d'une pharmacie décarbonée. Et quand je dis pharmacie, vous entendez bien que je ne me cantonne pas à l'officine, mais je veux parler également de la pharmacie hospitalière et bien sûr des autres professions de santé, puisque nous sommes dans une logique interprofessionnelle. Alors, pour débattre de ce sujet complexe, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène 4 spécialistes et un 5e à distance. Dans l'ordre, Alice Barra. Alice, je ne vous ai pas encore repéré, mais je sais que vous êtes par là. Voilà, bonjour Alice. Alice, vous êtes chirurgien dentiste de formation. Et après 15 ans d'exercice en cabinet dentaire, ce qui n'est pas rien, je vous en prie, prenez place, vous avez choisi d'aligner vos convictions écologiques avec votre profession et vous avez créé l'organisme de formation et de conseil ECOPS, qui veut dire Conseil, Écologie, Prévention, Santé. Vous avez même publié le guide du cabinet de santé éco-responsable qui propose une feuille de route à tous les professionnels de santé exerçant en ville, dont bien sûr les pharmaciens. Vous avez également collaboré aux côtés d'Antoine Prieux de Clara Mourgue au rapport du Shift Project, dont on parlera un peu plus tard, Décarboner la santé pour soigner durablement, rapport publié l'année dernière. À vos côtés, j'appelle Delphine Kabelgen, je n'ai pas écorché votre nom, Delphine, voilà, je vous avais vu tout à l'heure, vous êtes là. Vous êtes pharmacienne hospitalière, coordinatrice de la gestion des risques associés aux soins au Vinatier. Alors le Vinatier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un hôpital psychiatrique à Bron, à côté de Lyon. Vous êtes membre du bureau du collectif éco-responsable en santé, alors plus connu sous l'acronyme CERES, j'en ai parlé dans l'introduction, et vous êtes administratrice de la SFPC, Société française de pharmacie clinique. À vos côtés, Nolwenn Lemaire. Alors, Nolwenn Lemaire, pardon. Bonjour Nolwenn, vous êtes pharmacienne adjointe à Assigny. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, Assigny, c'est un charmant village à côté de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Vous êtes membre du groupe ECOR, donc au sein de Pharmacie Système Qualité, et vous êtes chargé de la démarche éco-responsable au sein de l'officine où vous exercez, ce qui n'est pas une mince affaire. Antoine Priou. Antoine, je vous ai vu, vous êtes par là. Alors Antoine, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais ça m'étonnerait parce que les habitués de Pharmacie Système Qualité vous voient à peu près tous les 2 ou 3 ans. Vous êtes directeur des opérations, vous êtes pharmacien titulaire sur le plateau des 1000 vaches. Alors vache, c'est pas vache, mais c'est vax en celte, ça veut dire le plateau des 1000 sources, en Corrèze, en Haute-Corrèze même, et vous êtes correspondant officine au Shift Project dont on parlait tout à l'heure. Enfin, Alain Charlier, je crois que vous devriez être à l'écran. Alain, vous êtes directeur des opérations au sein du groupe OCP. Alors OCP, je le présente plus, c'est un grossiste répartiteur, mais qui a l'avantage de réfléchir depuis longtemps à une démarche éco-responsable. Et Alain, je tiens à vous remercier tout particulièrement parce que vous avez accepté de remplacer au débeauté Emmanuel Deschamps, qui était donc secrétaire général de la CSRP, et vous avez un temps limité à nous consacrer, je crois que ce sera 3/4 d'heure. Bonjour Alain, je crois qu'à vos côtés, il y a d'avoir Clotilde Larose. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle est à côté de vous. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors Alice, je vais commencer par vous, puisque vous êtes quasiment la seule pharmacienne, non pharmacienne de l'étape. C'était pas un travers, vous savez, moi non plus, je ne le suis pas. Hein. J'ai rappelé lors des présentations que vous étiez chirurgien dentiste. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant que tel, de par tous les amalgames que vous utilisez, vous êtes une pollueuse? Vous étiez une pollueuse? Prenez un micro, Alice. On rentre dans le vif du sujet direct, hein. On n'est pas là pour couper les cheveux en 4. Ça marche. Allez-y, ça marche. Oui, j'aime bien la question qui détourne l'attention de la pharmacie, bravo, bien joué. Bah voilà, faut trouver une tête de turc. Hein. Ouais, ok, je le fais. J'endosse bien, de toute façon, effectivement, je pollue. Dans le cabinet ou en dehors du cabinet, on pollue tous, malheureusement. Je pollue en ayant ce micro entre les mains. Mettez-le bien sur le menton, le micro, pour bien vous polluer la bouche. Ok. Je pollue en venant ici, même si je ne suis pas venue en voiture. Je pollue en me connectant au Wi-Fi dans le train. Je pollue. Tu pollues, nous polluons. Et pour revenir au cabinet dentaire, effectivement, il n'y a pas que les amalgames qui polluent dans le cabinet dentaire. En fait, soigner avec des dispositifs médicaux ou des médicaments pollue. On l'a bien entendu ce matin. Tout ce qui va rentrer dans notre structure de santé et tout ce qui va en sortir pollue. Donc, à part les spécialités médicales ou paramédicales, comme par exemple le kinésithérapeute ou l'orthophoniste qui peuvent
éviter la prescription ou la dispensation de dispositifs médicaux, de médicaments. À partir du moment où on veut soigner, on pollue. Et l'enjeu, ça va être de regarder ce problème-là en face, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on l'a bien entendu, et puis après, comment on s'organise. Alors, je l'ai dit, vous êtes autrice d'un guide, le guide du cabinet de santé éco-responsable, prendre soin de l'environnement pour la santé de chacun. Et dans ce guide, vous abordez sous forme de fiches pratiques, je crois, et de propositions d'action, avec des données théoriques sourcées, un certain nombre de thématiques. Est-ce qu'on peut dire que ce sont autant des pistes de réflexion, de pistes à suivre? Pour moins polluer, bien entendu. Oui, alors c'est ça la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'une fois qu'on a accepté le fait qu'en soignant, nous polluons, et que nous avons envie de prendre encore mieux soin des patients ou des clients pour les pharmacies, ça va être de s'organiser. Les deux, en fait. Hein. Les patients sont des clients. Oui, ouais, tout à fait. Donc c'est encore mieux quand ils sont juste clients et qu'ils ne sont pas malades. Ça, c'est cool. Donc comment on va s'organiser, et donc il faut pouvoir évaluer notre impact. Quel soin ou quelle activité va avoir le plus d'impact. Donc il faut vraiment avoir une vision globale de tout ce qui va rentrer et tout ce qui va sortir du cabinet, et regarder, donc arbitrer les gestes qui vont être le plus efficaces. Donc dans le guide que j'ai publié l'année dernière, effectivement, on va aborder tout ce qui va être économie d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a plein d'actions qui sont possibles déjà pour ça. Donc ça va être par exemple en lien avec le transport, donc le transport des patients, des professionnels de santé, ou encore des consommables par exemple. Ensuite, on va pouvoir s'organiser également sur la démarche d'achat responsable, donc que ce soit les produits de santé ou l'achat d'une table pour l'officine. Et ensuite, on va aussi observer tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour réduire la production de déchets ou la production de pollution, donc tout ce qui va sortir de notre cabinet. Les actions, elles sont nombreuses, et encore une fois, il faut vraiment arbitrer et regarder ce qui va être plus efficace, parce qu'on est vraiment face à une urgence écologique et sanitaire, et il ne s'agit pas juste de se dire je vais mettre une poubelle de recyclage, ou alors je vais acheter une voiture électrique, ou encore passer au tout numérique. Ça, c'est important peut-être, mais c'est pas par là qu'il faut commencer. Le maître mot, c'est la sobriété. Voilà. Alors, j'ai bousculé un peu mon conducteur, puisque Alan est là pour un temps court avec nous. Alain, je l'ai dit, vous travaillez à l'OCP, donc vous êtes l'OCP, c'est l'un des principaux grossistes répartiteurs sur le territoire national. Et je l'ai dit aussi, vous avez entamé, à peu près une dizaine d'années, je crois, une démarche éco-responsable en construisant des bâtiments BBC, c'est-à-dire bâtiments basse consommation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept en 2 mots? Oui, ça marche. Donc, il s'agit en réalité de notre plateforme nationale de distribution, donc qui est située à Baule, au travers de laquelle transite la majorité des marchandises, en fait, depuis les dépositaires jusqu'à nos établissements locaux. Et donc, nous avons profité de la construction des établissements de 50 000 m², donc très grands, pour le réaliser suivant les standards les plus moderne au niveau environ une certification qui est la plus élevée, en fait, qui est HQE niveau exceptionnel, et donc avec l'installation de panneaux photovoltaïques et toute une série, en fait, de thèmes qui sont abordés et pour lesquels donc il faut réaliser les standards les plus élevés. Donc ça fait intervenir l'éco-construction, donc ce sont par exemple les matériaux, l'éclairage LED, mais également la gestion et cogestion. Donc là, ça fait intervenir le système de suivi énergétique, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Donc ce sont aussi des bonnes pratiques autour du bâtiment. Et puis également le confort, par exemple, ça fait intervenir la ventilation naturelle, l'amélioration de l'acoustique, les passerelles. Donc l'ergonomie rentre en jeu également dans le concept très large et pur. Alors avec cette plateforme, non seulement on a un bâtiment qui est vraiment up-to-date, suivant les meilleures techniques actuelles, mais également le principe, en fait, est écologique, dans le sens où on a pu évaluer que sur le transport entre les dépositaires et nos établissements, eh bien,
ce dispositif permet de diminuer de 35% les gaz à effet de serre. Et bon, ça, c'est en moyenne. Et c'est une évaluation en fait qui a été bien sûr attestée par une société experte. Donc ce sont des calculs suivant des standards. Et c'est rendu possible en fait le principe derrière ça, c'est que on a une optimisation des transports avec des camions qui sont particulièrement bien remplis et qui évitent notamment des messageries ou des transports moins optimisés. Donc ça c'est pour le bâtiment effectivement. Principal que nous avons construit ces dernières années. Mais alors, dans le même temps, ce bâtiment, lorsque vous l'avez construit, il a correspondu à une réunion de divers bâtiments, de diverses entités. Et cette concentration, finalement, elle a conduit à créer des zones de chalandise beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes. Est-ce que finalement, c'est compatible avec un parc automobile électrique qui, aujourd'hui, on le sait, est limité en termes d'autonomie ? Oui, en fait, c'est vrai qu'on est là dans quelque chose qui est aussi un peu complexe. Ce qu'on peut en dire, c'est que en premier lieu, ce qu'on doit faire, bien sûr, c'est livrer les officines. Et un des premiers paramètres, c'est de remplir en fait les camionnettes. Et ce qui se passe, c'est que quand on a des établissements plus petits, parfois on remplit pas bien les camionnettes. Donc, travailler sur des établissements plus grand, ça optimise évidemment au niveau des consommations énergétiques des bâtiments, ça optimise également le remplissage des camionnettes. Par contre, il y a un petit peu plus de distance. Donc là, il y a une balance à trouver, sachant que il faut savoir qu'en France, la France est encore le pays qui dispose en fait du plus grand nombre d'établissements en tripartition par officine livrée en réalité. Donc c'est un système qui tend à s'optimiser petit à petit plutôt vers une réduction du nombre d'établissements. Dans des buts d'économie, mais les impacts énergétiques ne sont pas nécessairement négatifs. À côté de ça, et vous avez raison, dans les zones rurales, c'est compliqué aujourd'hui, avec les camionnettes électriques qui existent et les autonomies des batteries, c'est compliqué de pouvoir livrer en électrique. Donc on a besoin encore d'avancer au niveau des constructeurs automobiles pour être capable de livrer en véhicule électrique dans les zones rurales. Mais c'était le cas, enfin c'est le cas à partir des petits établissements, des grands établissements. Aujourd'hui, il y a environ 120 km avec le type de véhicule relativement insuffisant compte tenu du territoire français. Okay. Ça fonctionne très bien en ville, le véhicule électrique. Alors ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Vous restez encore un peu avec nous, après, je crois, une vingtaine de minutes. Donc, je vais en profiter pour interroger Antoine Priault. Antoine, vous êtes pharmacien, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes également shifter. Alors d'abord, c'est quoi un shifter ? En 2 mots, Antoine. 2 mots, c'est compliqué pour moi. Oui, je sais bien, c'est pour ça que... Alors, le Shift Project et les shifters, donc c'est les bénévoles qui travaillent avec le Shift, en fait, ce sont historiquement des ingénieurs qui prennent les problématiques auxquelles on est confronté à l'heure actuelle par le prisme du carbone. Et moi, je suis pharmacien. J'ai étudié la structure de la matière. Je sais ce que c'est qu'un atome, je sais ce que c'est qu'une molécule. J'ai étudié, on m'a même fait passer un concours sur ma connaissance des lois de la thermodynamique. Donc je sais ce que c'est que l'énergie. L'énergie, c'est l'unité de mesure qui permet de mesurer la transformation de quelque chose. En faisant ça, je sollicite de l'énergie pour bouger mon bras. Il y a de l'énergie absolument partout et rien n'est neutre. Alors, le Shift pose les problèmes et essaye de les résoudre en tant qu'ingénieur. Alors, je vais quand même le refaire un peu parce que tu connais la démarche. Ceci est la planète Terre, 13 000 km de diamètre. Ça ne change pas. Okay. Je la trouve bien propre pour la planète Terre. Ceci correspond à l'accumulation de vie organique composée de carbone qui s'est retrouvée durant des millions d'années dans la croûte terrestre et a mijoté à petit feu pour nous donner, sous différentes formes, solides, liquides, gazeux, les énergies fossiles que nous utilisons aujourd'hui au quotidien. Depuis 2 siècles, quand on a commencé à jouer avec quelque chose qui s'appelle la machine de Carnot, la machine à vapeur, on a commencé à mettre du charbon dedans, voilà ce qui s'est passé. Ça tombe bien, j'ai soif. Doucement. J'ai bu trop de café. Puis c'est la première fois que je la fais en public. Alors c'est vrai. Du coup, je la travaille. Mais je fais avec les moyens du bord. J'ai pas de visio. Non, mais c'est très bien. On en a bu à peu près la moitié, notamment en ce qui concerne
le pétrole liquide, qui par définition est l'énergie de la mondialisation. Très pratique. Donc on a atteint le pic pétrolier en 2008. Là, on a commencé à faire du pétrole de fond de tiroir, ce qu'on appelle le pétrole de schiste, pétrole de roche-mère, ou les sables bitumineux. Et a priori, c'est passé inaperçu dans les médias, on a atteint le pic en 2018. Atteindre un pic, ça veut dire que quand on tape dans des ressources qui sont finies, pour lesquelles une quantité a été donnée, on passe forcément par un maximum de consommation de ces ressources-là pour ensuite la voir décroître. Je me suis déjà retrouvé à discuter avec des collègues pharmaciens sur la notion de décroissance, qu'on peut appeler sobriété, etc. Ils disent, moi, la décroissance, j'y crois pas. Je dis, mais la décroissance, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de loi de la thermodynamique. Donc si nous, en tant que pharmaciens, physico-chimistes de la santé, ingénieurs, formés aux lois de la thermo, on n'est pas capable de comprendre qu'on va au-devant de graves problèmes si on ne se remet pas structurellement en question, je suis désolé, mais c'est du même niveau qu'un ingénieur en aéronautique qui commence à vous expliquer que les lois de la gravité, il s'en tape et qu'il est en train de fabriquer un avion qui n'a pas d'aile et que ça va très bien marcher. Ça veut donc dire, Antoine, que shifter, pour revenir à ma question, et pharmacien, ça n'est pas contradictoire. Chez les shifters, ce qu'il faut savoir, c'est que on a créé le cercle thématique santé, alors qui est tout frais. Et en fait, il y a énormément de pharmaciens. Beaucoup de pharmaciens de l'industrie, beaucoup de biologistes, et je suis le premier officinal. Mais on a un bagage scientifique et un bagage culturel pour essayer de répondre à ces problématiques-là. Alors, je termine là-dessus pour ensuite passer le micro. Moi, j'ai lu le rapport Les limites à la croissance, le rapport Meadows du Club de Rome, dont on fête les 50 ans cette année. Je l'ai lu en 2007, quand j'étais étudiant à la faculté de pharmacie de Limoges. Quand j'ai pris conscience des enjeux auxquels moi j'allais être confronté et mes enfants vont être confrontés, voilà, Adèle et Lucien. Adèle 5 ans hier, Lucien 8 mois. C'est simple, j'ai passé 2 années de dépression et d'alcoolisme à jouer au poker en ligne à la Corpo Médecine Pharma de Limoges. Mais tout en poursuivant pharma. Ouais. Comme quoi c'est facile pharma finalement. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est 2 choses. La loi HPST. Merci Roselyne. Merci Roselyne. Et Jacques Buxereau. Ah. Voilà, Jacques, on ne le présente plus. Viens là avec ta crête là. Concentre-toi sur ce qui est mis en avant dans la loi HPST, on va voir. Alors, je me suis retrouvé, malgré moi, pionnier de l'exercice pluriprofessionnel, c'est-à-dire que j'ai été l'un des premiers pharmaciens d'officine de la génération HPST à s'intéresser à tout ce qui est maison de santé CPTS. Donc moi, j'ai cofondé une espèce de truc hybride entre MSP et CPTS. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard, Antoine. Et donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, des gugus comme moi, qui, je comprends, parfois dérangent, parce que je me considère aussi comme un lanceur d'alerte, qui depuis 2009 travaillent sur des solutions. Et il y a des solutions, et si je suis là en train d'en parler, et si je ne suis pas aujourd'hui menuisier à travailler de la low-tech et de la permaculture, et que je suis encore pharmacien d'officine titulaire, c'est parce que je pense que les pharmaciens sont la clé. Voilà. Ben voilà, que ce soit le bazar. Eh bien ça tombe bien, parce que Nolwenn Lemaire, votre voisine, qui est... Non, vous avez chacun votre micro ici, on est très éco-responsables également. Nolwenn, vous assumez, je l'ai dit, le rôle de pharmacienne éco-responsable, mais en tant qu'adjointe. Hein. Donc, vous n'êtes pas décisionnaire quelque part. Alors, est-ce que c'est facile ou pas facile au quotidien avec votre titulaire ? Alors, évidemment, il faut d'abord une bonne entente. On a la chance, on s'entend très bien toutes les deux. Et avec le reste de l'équipe aussi, ce qui est important, parce qu'il y a les titulaires, il y a les adjoints, et il y a aussi les préparateurs, et qui, bien sûr, ont leur place et leur importance dans toute cette démarche-là. Avec ma titulaire, on n'est pas toujours d'accord sur les priorités. Moi, je suis peut-être plus engagée qu'elle, même si elle m'accompagne et elle m'écoute. Mais voilà, parfois on a des désaccords, des choses pour lesquelles moi j'aimerais aller plus vite. Et puis elle me dit bon là, ça va pas être possible tout de suite. J'ai eu une discussion avec elle l'autre jour en lui disant justement que je venais à cette conférence. Et elle m'a dit, mais vous êtes sûr qu'on peut faire plus qu'économiser une ramette de papier ?
Et je me suis dit que fallait vraiment que je vienne et que je discute. Et donc même si voilà, on a parfois des difficultés. Enfin, c'est pas facile en fait de transmettre c'est pas naturel. On n'est pas non plus de la même génération, donc c'est pas forcément simple. Mais malgré tout, il y a de la bonne volonté dans toute l'équipe. Mais on fait face à des blocages de temps en temps. En fait, vous qui êtes engagés dans la qualité, vous connaissez bien ces blocages. Il faut réussir à convaincre tout le monde, à avancer ensemble au sein de l'équipe. Et la seule différence, c'est que là, vous pouvez pour l'instant vous appuyer sur la certification, ce qui est ce guide et ces espèces de validations qui sont à passer. Et dans l'éco-responsabilité, pour l'instant, nous, en tout cas, dans notre pharmacie, on n'a pas mis en place pour l'instant de certification. Voilà. Alors justement, Nolwenn, au quotidien, dans votre pharmacie, avec votre titulaire qui est compréhensive, mais avec lequel vous n'êtes pas toujours en accord, avec l'équipe qui apparemment suit, mais sans avoir de socle bien déterminé, comment ça se passe au quotidien ? Alors, j'ai la chance quand même de faire partie de la commission ECOR, donc on a mis en place... Que ferions-nous sans Pharmasystème Qualité, je vous le demande. Tout à fait. Après, voilà, on a défini plusieurs axes sur lesquels on pouvait agir. Et on a un suivi d'indicateurs avec voilà, des petits indicateurs qui sont plutôt en vert, en jaune, en orange. Pas de rouge, parce que le rouge, ça énerve généralement. Voilà. Et en fait, ça nous permet d'avoir un peu des axes sur lesquels on peut évoluer. Il y a des choses simples, par exemple, agir sur les consommables, c'est très visible. C'est facile, et en même temps, c'est pas forcément l'impact le plus fort. Mais ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place. Des choses beaucoup plus difficiles au niveau logistique, par exemple les fournisseurs, le nombre de livraisons, diminuer le direct, rationaliser les livraisons. C'est moins facile. Le rapport avec les fournisseurs, je trouve, est plus difficile à gérer et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui rencontrent les représentants des laboratoires, donc on n'a pas tous la même exigence. Et c'est pas facile de se faire écouter. Des choses simples aussi, le référencement des produits, ça c'est quelque chose qui se voit et qui a une vraie visibilité auprès des patients qui tout de suite le remarquent et ont un discours positif. On peut aussi agir sur leur déplacement à eux. Nous, on a mis en place quelque chose qui leur a un peu changé la vie. On a une application qui permet aux patients de nous envoyer leurs ordonnances ou de nous envoyer un message pour nous demander de préparer les choses. Ça, on l'utilise aussi beaucoup avec les infirmières, ce qui nous évite beaucoup de déplacements au domicile de patients, de faire des allers-retours. C'est pas ce qu'on appelle du click and collect finalement ? Ça peut s'appeler comme ça. Pas tout en mauvais français. Oui, pas tout à fait, parce que le click and collect correspond à... on ne présente pas nos produits présents dans l'officine, c'est vraiment réservé à des demandes particulières en fait. Donc on peut dire finalement que vous avez 5 axes, les consommables, l'énergie et l'eau, la logistique fournisseur, ce que vous venez d'évoquer, le référencement produit et le parcours client-patient. Oui. Et tout ça, ça vient du guide Tout ça, on va les retrouver éco-responsable. Éco-responsabilité. Ce sont des choses qui se sont construites en fait au fur et à mesure par rapport à ce que nous on pratiquait sur le terrain. Et ensemble, on a établi les axes. Et ce que maintenant, nous, on a repris le guide et qu'on essaye d'appliquer concrètement à l'officine. Ok. On va revenir sur la notion de fournisseur avec Alain juste après, mais je voudrais quand même que Delphine Cabelguen, qui est votre voisine, qui a également un micro devant elle, Delphine m'avait dit en préparant cette table ronde que l'éco-responsabilité à l'hôpital, c'était une idée qui faisait son chemin. Mais on était encore loin de la vérité. C'était encore plus compliqué que chez Nolwenn, apparemment. Vos directions semblent peu sensibilisées à la chose. Alors, peut-être juste un petit paragraphe introductif pour ce qui me concerne. D'abord, je vous remercie de m'avoir associé à ce colloque. C'est Pharmasystème Qualité, moi, vous savez, je ne suis que Monsieur Loyal. Pour être l'hospitalier de l'étape. Et puis, je représente la Société française de pharmacie clinique, une société savante qui, aujourd'hui, a comme objectif de créer du lien hôpital-officine. Et donc, pour nous, c'est super important de travailler avec les collègues officinaux.
Et puis le CERES, que je peux aussi peut-être présenter, qui est le collectif d'éco-responsabilité en santé, un collectif assez récent. Et disons qu'on est plutôt parti du principe, et c'est d'abord des professionnels qui ont décidé en pluridisciplinarité de travailler ensemble. Alors il se trouve qu'on est d'abord des hospitaliers, mais j'espère que demain on aura aussi des officinaux, puisque le collectif a été fondé par l'Association française de chirurgie, et puis la Société française d'anesthésie-réanimation et la Société française de pharmacie clinique, ainsi que des hygiénistes à la Société française donc d'hygiène hospitalière. J'ai d'ailleurs cité en introduction votre président, Patrick Pesso, pour ce qui est du côté CERES, qui est chirurgien digestif à Strasbourg, et puis Stéphane Honoré pour la Société française de pharmacie clinique. Voilà, alors je me permettais de faire une petite introduction. Vous avez bien fait. Voilà. Alors mon positionnement avec un parcours un peu particulier, enfin un peu varié pour le coup, puisque je peux peut-être aussi expliquer Oui, parce que vous venez, enfin, en tant que pharmacien hospitalier, vous venez de l'univers des DM, entre guillemets, ça, pour faire simple. Mais ça, on va revenir dessus après. Moi, ce que je voudrais quand même que vous me disiez, c'est vos rapports avec la direction. C'est pas un discours syndical, mais globalement, ils comprennent quelque chose, ils comprennent rien, ces gens-là. Alors, comment dire ? On va essayer de rester très politiquement correct. Hein. Oui. Non, mais alors, en fait, un petit peu, malheureusement, sur des problèmes toujours un peu d'obligation, de certification. La certification des établissements de santé, donc, qui existe depuis de nombreuses années, a intégré aussi, depuis plusieurs années, une valence donc développement durable, plus éco-responsabilité. Mais il faut reconnaître que parmi les expertises, même nos experts visiteurs sur la Haute Autorité de Santé, puisqu'ils viennent certifier nos établissements tous les 4 ans, 5 ans, n'ont pas un œil très exigeant sur ce qu'on peut effectivement mener dans nos hôpitaux. Donc, j'ai travaillé plus de 20 ans au Centre hospitalier universitaire de Lyon, aux HCL, et j'ai été donc effectivement pour partie de mon activité dans un travail autour des dispositifs médico-stériles, et pendant, je dirais, de 2010 à 2020, puisque j'ai quitté l'année dernière, grossièrement, je n'ai aucun représentant de la direction de ce grand CHU qui est venu me voir avec mes collègues plutôt chargés de ces dispositifs médicaux, me dire est-ce qu'on peut travailler ensemble autour de ces problématiques-là. Ça, c'est le concret. Alors, c'est en train de changer, puisque en fait, de plus en plus, on voit effectivement, il y a la Fédération hospitalière française qui s'est, la FHF, qui s'est donc chargée de ces thématiques-là. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être aussi le réveil écologique. Donc, on commence un petit peu à parler de développement durable aussi, parce que je pense qu'il y a une petite pression des autorités pour dire qu'il faut s'engager. Et donc, tout ça pour dire que les directions, pour l'instant, je ne les ai pas trop vues. Dans mon nouvel hôpital, pour l'instant, je suis chargée du développement durable dans le département qualité dans lequel je travaille. Mais pour le coup, ça reste compliqué de mobiliser donc les uns et les autres sur ces thématiques-là. Donc, voilà, on est plutôt mi-figue, mi-raisin, et je crois que c'est plutôt, encore une fois, une histoire de professionnels qui, à un moment donné, sont sensibles à ces problèmes-là et qui essayent de trouver des ressources très locales, très professionnelles, très spécialité dépendante, et qui, du coup, se mettent à travailler autour du sujet. Je l'ai rappelé également en introduction, dans les accords Ségur donc, de la santé, il y a un alinéa, un article sur l'éco-responsabilité. Donc on peut imaginer, puisque les Ségur concernent principalement l'hôpital, que les choses évoluent. Mais au quotidien, pour l'instant, comment ça se passe, puisque vous êtes responsable environnement, éco-responsable, comment ça se passe votre quotidien à l'hôpital? Nolwenn nous a dit que c'était pas facile tous les jours, mais qu'elle s'en sortait. Et vous? Alors, moi, je ne veux pas dire que c'est pas facile ou facile. Non, je suis plutôt comme j'arrive, donc ça fait 1 an que je suis dans cet hôpital, déjà je débarque un peu, il faut quand même, c'est une des attributions que j'ai, mais je ne fais pas que ça. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai envie de dire, pour l'instant, l'œil des collègues autour est plutôt, plutôt sympathique, bienveillant, mais on ne sent pas qu'on est encore vraiment dans le sérieux. Et puis, comme je vous dis, je suis plutôt au stade là de faire un bilan des actions en local, puisque là aussi, très ponctuellement par service, et c'est assez curieux, mais certains services effectivement se sont mobilisés, notamment notre service plus au niveau service technique, ressources matérielles. Il y a des personnes effectivement qui ont mis en place, donc
Par exemple, je prends le cas des voitures, parce qu'on a beaucoup de voitures. La psychiatrie est un hôpital, enfin, d'une manière générale, ça bouge beaucoup, puisque c'est un hôpital qui est intra et extra. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées autour, justement, par exemple, des déplacements et des mobilités interservices. Merci. Alors, Alain, je reviens vers vous. Je crois que vous êtes toujours avec nous. Comment dirais-je, Delphine l'a évoqué, Nolwenn l'a également mentionné, et les shifters, donc Antoine n'en a pas encore parlé, mais l'une des solutions préconisées par les shifters, ce serait de réduire le nombre de livraisons hebdomadaires, voire quotidiennes, des grossistes répartiteurs. Ce que je dis pour les grossistes valent à l'hôpital pour les laboratoires. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que membre de l'OCP, ce serait une piste, ce serait une piste à laquelle vous réfléchissez? Êtes-vous toujours là, Alain? Oui, il est là. Oui, donc en réalité, si on regarde sur le temps long, déjà, en fait, le nombre de tournées par jour, il a régulièrement diminué, passant de 5, 4, 3, aujourd'hui c'est plutôt 2. Si on regarde dans d'autres pays d'Europe, certains pays livrent, en fait, les grossistes de certains pays livrent même une fois par jour, et même moins, par exemple, en Norvège. Et donc, en théorie, on peut l'imaginer, en théorie c'est possible, mais il faut en même temps se rendre compte qu'il s'agit ce serait en fait un projet de rupture très importante, avec des conséquences et de la complexité qui ferait qu'on ne pourrait pas le faire, je vais dire, facilement. Ça demanderait pas mal d'efforts et ça aurait des conséquences sur les véhicules, au niveau social, sur l'emploi, ça aurait des conséquences au niveau des établissements. Mais ça, c'est l'aspect grossiste-répartiteur. Après, nous avons le marché et aujourd'hui, les officines nous demandent de livrer 2 fois par jour et nous demandent aussi de livrer le samedi matin, d'ailleurs des quantités plutôt de plus en plus faibles, parce que ça répond quelque part à la demande du marché de nos clients. Et donc, si à un moment donné, le marché, je vais dire, passait à une tournée par jour, ça demanderait aussi pas mal d'évolution au niveau de la part des pharmaciens, d'officines, en termes de gestion de stock, et également pour les patients, peut-être des systèmes, par exemple, pour réserver les produits les plus chers. Donc, il y a des outils à mettre en place qui est tel qu'on ne pourrait pas simplement l'acter en tant que grossiste. Ça devrait faire l'objet d'une démarche importante à concevoir entre les différents acteurs du marché. Justement, l'un de vos anciens présidents, Claude Castel, pour ne pas le nommer, donc prédécesseur d'Hubert Olivier, qui aujourd'hui préside décide de l'OCP, Claude Castel donc disait que les grossistes étaient obligés de livrer plusieurs fois par jour parce que les pharmaciens ne savaient pas s'organiser. Donc, est-ce que globalement, vous partageriez ce point de vue politiquement incorrect en disant que finalement les pharmaciens font n'importe quoi et que les grossistes pourraient les aider à travailler un peu mieux? C'est marrant parce que j'ai pas tellement de réactions dans la salle, donc je suis assez surpris. Je pense qu'il ne faut pas non plus simplifier trop en réalité. C'est pas moi qui le disais, c'est Claude Castel. Oui, bien sûr. Donc le pharmacien, il souhaite bien entendu servir son patient qui, lui, souhaite commencer son traitement le plus tôt possible. Et donc, quelque part, dès le premier jour. Et comme l'officine n'est pas en mesure de stocker tous les produits disponibles sur le marché, ça rend ce système de livraison par jour pas complètement insensé non plus. Donc, c'est possible en théorie de faire mieux et effectivement de réduire encore les nombres de tournées. Passer à une tournée par jour, c'est possible, mais ça demande réellement des efforts de la part de l'ensemble des acteurs et aussi du côté officinal. Et ces efforts sont importants, il y a de la complexité, et donc moi j'ai quand même de la compréhension par rapport aux pharmaciens qui aujourd'hui nous demandent de livrer 2 fois. Je pense qu'il faut pas simplifier. C'est complexe, mais en théorie c'est parfaitement possible. L'un de vos confrères, pour poursuivre sur cette voie-là, l'un de vos confrères grossistes, que je ne mentionnerai pas, disait qu'en fait l'une des solutions ce serait de passer au flux poussé. C'est-à-dire en clair, globalement, ce serait plus aux pharmaciens d'imaginer les commandes, mais aux grossistes de leur dire de quoi ils ont besoin. Là, je pense que je vais finir par avoir des réactions dans la salle parce que je vois les têtes qui s'allongent. Mais vous en pensez quoi, vous? Là, on est vraiment. Allez, on est entre nous, soyons pas politiquement corrects. Lâchez-vous.
on est sur... Ah, là, il y a un sabotage qui est révélateur quand même. Hein. On vous entend plus, Alain. Remettez le son, s'il vous plaît, à la régie. Si vous ne m'entendez pas, ce n'est pas de... Ça y est, c'est bon, allez-y. Voilà. Non, mais là, c'est un... Bon, là, ça fait intervenir, en fait, effectivement, les pharmaciens d'officine qui souhaitent quand même maîtriser leur niveau de stock, parce que c'est quand même aussi leur immobilisation financière, c'est aussi leur stratégie commerciale, et ensuite, LGO, donc le logiciel d'officine, qui aujourd'hui est construit pour donner la main aux propriétaires du stock. Donc, en théorie, il existerait des solutions possibles à mettre en place en flux poussé, mais de nouveau, là, on est sur une rupture pas seulement technologique, mais aussi au niveau des mentalités et de la logique. Et là, je pense que ce serait plutôt intéressant de poser la question aux pharmaciens d'officine, parce que ça revient à renverser complètement quelque part la gestion du stock dans le sens d'une décision par les grossistes. Je pense pas ça s'appelle bosser un peu en touche, ça, là. Hein. Oui. Oui, ok. Au moins, faut avouer un métier pardonné. Dites-moi, Antoine, les shifters, justement, étaient sur cette logique, non pas de flux poussé, hein, mais sur cette logique de livraison non plus quotidienne, mais peut-être bi ou tri-hebdomadaire. Expliquez-nous, c'est un truc qui est envisageable, ça, chez vous ? Non, faut que je recontextualise un petit peu. Ah non, mais on avait dit 2 mots, Antoine. En fait, en 2009, quand je me suis dit, il faut que je réinvente la pharmacie d'officine de manière complètement décomplexée. J'ai regardé les logiciels. J'ai regardé l'interprofessionnalité, j'ai regardé ce qu'il était possible de faire. Donc, je suis allé voir les logiciels de maison de santé, j'ai découvert que j'avais accès au dossier médical et à l'ordonnance en temps réel. Donc moi, je fais de la e-prescription depuis 2014. Je peux faire de la pharmacie clinique depuis 2014, parce que j'ai accès au dossier médical, parce que je travaille en équipe, j'ai le droit d'accéder à ces données. Puis je me suis dit à un moment donné, je trouve que les LGO... logiciel de gestion de l'officine, tout le monde le connaît, mais je traduis quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis à la recherche je voulais développer mon propre logiciel, et puis je suis tombé sur un gars qui l'avait développé tout seul, qui s'appelle Julien Misiac, et donc j'ai commencé à bosser avec lui. Et entre 2017 et 2020, on a inventé un logiciel qu'on appelle de gestion prédictive et personnalisée des parcours de soins pharmaceutiques. En fait, on a inventé notre logiciel de pharmacien correspondant. Vous savez, pharmacien correspondant, le truc, on a une loi en 2009 et on a un décret en 2021. Alors pendant ce temps-là, encore, c'est rapide pour une fois. Alors pendant ce temps-là, on boit le carbone, voilà, et on se retrouve dans des situations où, je vous rappelle, hein, les médicaments, ça vient d'Inde, de Chine, un petit conflit géopolitique, hein, une petite augmentation du prix d'un conteneur. Singapour qui est confiné avec un tiers des porte-conteneurs mondiaux qui attendent de décharger. Et qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Vous vous rappelez Evergreen, le nom du cargo coincé dans le canal de Suez ? Allez discuter avec le professeur Feldman de la PUI de Nantes, qui expliquait qu'à l'époque, s'ils n'ont pas pu opérer, c'est pas parce qu'il y avait le Covid, c'est parce qu'il n'y avait plus de propofol. La réalité du monde, c'est ça. Voilà. Alors, il y a un moment donné, moi je me suis dit, il faut que j'ai un outil de gestion de stock qui soit malin. Eh ben, on a inventé un outil de gestion de stock qui est malin, qui change le paradigme. Le on, c'est qui ? C'est l'association Papillon. Voilà. Papillon qui met un peu le bazar et fait parler d'elle, mais qui a pour but de trouver des solutions pour la pharmacie d'officine, le système de santé, et on le dit ouvertement, le monde. Point barre. Donc on s'appuie sur à la fois une gestion de nos bases de données locales et sur des développements qui permettent d'avoir une vision très prédictive des parcours de soins pharmaceutiques. C'est vraiment un changement de paradigme dans la gestion de stock, mais qui est extrêmement frugal. Tout à l'heure, je démontrais des choses avec un verre d'eau et une carafe. Nous, on a innové avec des barquettes en carton, avec un calendrier, 4 stabilo-boss, et en travaillant sur des normes. Si on s'appelle Papillon, c'est parce qu'on cherche des détails dans le système dynamique et complexe qu'on change, et en s'appuyant sur ces détails-là, on est capable de provoquer ce qu'on appelle des effets papillons. Bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer en aparté quel est le principe de base, qui est extrêmement simple. En fait, les solutions, elles sont devant nous. Et donc aujourd'hui, Monsieur Charlier, je suis très heureux de vous annoncer que on est capable, on continue de la peaufiner. Enfin, c'est compliqué parce qu'on a forcément aussi des contraintes, mais on table sur une livraison par semaine.
On tape sur une livraison par semaine. On tape sur une livraison par semaine parce que on a un outil qui est différent des logiciels de gestion officine que vous utilisez tous. On a inventé quelque chose de nouveau. On est passé de l'avion à la fusée. Voilà, c'est une forme de rupture technologique, mais qui est extrêmement simple, sur laquelle on a pu travailler. Et je l'annonce ici, c'est passé complètement inaperçu il y a 1 an, mais le logiciel qui a été agréé, on était agréé CNDA, agréé dossier pharmaceutique, il a tourné en vie réelle dans ma pharmacie pendant 3 ans. Alors, j'ai été accrédité démarche qualité, mais quand on fait de l'innovation en temps réel dans sa pharmacie, inutile de vous dire que c'est très difficile de se maintenir dans les clous. Donc, ma pharmacie, parce que j'étais titulaire, j'ai pu en faire un espace de recherche et développement. Et maintenant, on a des preuves de concept qui sont hyper solides. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas les vendre. On les donne. Alors, Antoine, on a annoncé la libération du code source de notre logiciel. Ouais, il est en open source. Voilà, pour que tout le monde, demain, tous les pharmaciens puissent regarder ce qu'il y a dedans et aillent dire aux éditeurs de logiciels, écoutez, vos technos des années 80-90, elles étaient chouettes. Antoine, Alain va partir. Donc, une réaction Alain Charlier sur cette livraison hebdomadaire avant qu'Antoine se fasse lyncher par la salle. Oui, donc en fait, nous, on n'a vraiment aucun souci par rapport à ces évolutions-là. Bien sûr, ce sont des changements culturels qui sont très, très importants. On pourrait s'adapter. Évidemment, ça demande un peu de temps. Hein. On ne peut pas s'adapter du jour au lendemain à ça. Mais on peut vraiment, à un moment donné, en tant que grossiste répartiteur, s'adapter. Mais c'est un changement culturel et probablement que les officinaux ne pourront pas. Resabotage. Les officinaux doivent des initiatives qui vont dans ce sens-là et nous, effectivement, on s'adapterait. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, je voudrais revenir en fait tout à l'heure, la communication était super difficile. Et j'ai pas compris que vous me disiez que je bottais en touche quand j'ai répondu oui, donc je m'en excuse. J'ai absolument pas voulu botter en touche. C'était une joke. Je voulais juste mentionner que le pousser ne peut pas être imposé de façon directive par les grossistes répartiteurs. C'est un changement qui demande bien sûr la demande de nos clients. Quand même, cette relation fournisseur à client, on ne leur impose pas des flux poussés. C'est juste ça. Non, c'est une plaisanterie, Alain. Nolwenn, une réaction. Est-ce que les barquettes en carton et le logiciel open source d'Antoine, ça vous fait rêver à signer? Oui. Non, oui, c'est intéressant. Tout à fait, c'est très intéressant. Mais encore, par rapport à votre quotidien, encore une fois, comment ça pourrait évoluer? Vous voyez, vous livrez une fois par semaine par l'OCP ou autre, parce que c'est peut-être pas l'OCP que vous avez comme grossiste, cela ne me regarde pas. Mais vous pouvez faire livrer une fois par semaine, ce serait envisageable avec votre clientèle bobo? Parce qu'à signer, ce sont des bobos. Oui, chez nous, c'est très bobo. Et ben après déjà sans voir, c'est difficile à dire. Bon, ça veut dire Antoine qu'il y a une invitation sur le plateau des 1000 vaches pour Nolwenn. Pour tout le monde. Votre maison est grande? Avec plaisir. Et oui, donc faut voir. Après, en fait, on se rend compte que nos patients, par exemple, pour qui on commande des médicaments, la plupart ne reviennent pas le jour même. Quand on a des médicaments qu'on leur dit, écoutez, on pourra l'avoir pour cet après-midi, la plupart nous disent, ah bon, mais vous inquiétez pas, je passerai la semaine prochaine. Alors pour ces gens-là, je pense qu'en effet, on peut retarder les livraisons. Après, il y a toujours les patients qui viennent au dernier moment parce qu'ils ont besoin de leur traitement pour lequel ils avaient l'ordonnance depuis 1 mois, mais il leur faut pour maintenant l'heure suivante et qu'évidemment, c'est un produit de contraste que nous n'avons pas en stock. Mais voilà, pour toutes les situations, je dirais, du quotidien, les patients qui ont des traitements habituels, nous, on a l'habitude à l'officine, on le fait, je pense que la plupart d'entre vous le font pour les traitements chers, on programme, on s'organise, on demande aux patients de nous envoyer un message ou de nous prévenir, de passer nous dire quand il aura besoin de son traitement ou s'il y a un arrêt. En fait, ce fonctionnement de cet accord entre le patient et le pharmacien, il fonctionne assez bien et les patients ont confiance. Donc, je pense que ça peut aussi être un facteur pour pouvoir diminuer les livraisons. Donc, votre titulaire, vous avez les armes pour convaincre votre titulaire, finalement, ça y est. On travaille déjà avec un système qui nous limite.
Delphine, à l'hôpital, c'est un peu différent. Les grossistes n'interviennent pas de la même manière. C'est beaucoup des ventes directement au laboratoire. Vous voyez les laboratoires et la direction de l'hôpital s'arranger là aussi pour des livraisons espacées dans le temps? Alors, peut-être aussi juste remettre un peu de contexte. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde du dispositif médical. Monde éclaté de petits fournisseurs à travers le monde, justement. De petits fournisseurs ou de grandes majors, au choix. Voilà, avec le même souci qu'autour de la chaîne médicaments, peut-être un peu plus, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de références encore plus importantes que les références liées aux médicaments, enfin en tout cas de ce que je connais sur l'hôpital. Et puis l'autre difficulté, c'est que plus les labos sont concentrés, plus les plateformes logistiques sont éloignées. Et quand on est sur des multinationales, c'est vrai qu'on peut avoir un stock en Hollande, par exemple, et que quand on mobilise en urgence du matériel, un dispositif médical, ça va coûter cette urgence-là. Puis après, il faut rajouter le problème du flux tendu. Donc, on veut tous éliminer nos stocks. Donc, on a des pressions de la direction qui nous dit non, il faut baisser la valeur de nos stocks. Alors, en tant que pharmacienne dans ce sujet-là, j'ai essayé de montrer qu'il y a un certain nombre de dispositifs médicaux dits d'urgence indispensables. Et donc, j'ai un peu lutté en disant moi, je maintiendrai du stock, malgré le fait que ça coûte un peu d'argent. Et ce qui m'a sauvé d'ailleurs à plusieurs reprises quand j'ai eu des ruptures de dispositifs médicaux liés aux fournisseurs. Donc, et puis on a des petits labos, effectivement. Alors on peut aussi avoir la chance de travailler un peu localement avec des fournisseurs, en tout cas pour l'agglomération lyonnaise, c'est le cas. Du coup, ça c'est assez pratique aussi parce qu'on sait qu'on ne fait pas venir forcément de très très loin le matériel. Donc, c'est vrai que Lyon est une terre de pharmacie, de pharmaciens. Il y a beaucoup d'industriels dans la région lyonnaise. C'est vrai, mais on voit que c'est très hétérogène et assez compliqué. Donc maintenant, la direction... on ne m'a jamais vraiment mis de consignes particulières sur le nombre de commandes que je pouvais passer auprès des fournisseurs. Je dirais que c'est même un peu le jeu inverse, dans le sens où c'est plutôt les fournisseurs, donc ces fameux grands laboratoires, qui vont nous inciter donc, dans nos hôpitaux, en tout cas moi je l'ai été, en faisant donc ce qu'on appelle des remises de fin d'année, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un effort sur vos commandes, donc moi j'avais réorganisé en conséquence l'activité, notre activité de commande, si vous êtes sur des dématérialisés, si effectivement vous limitez les urgences, on va vous, de manière un peu rétroactive, on va vous rétribuer. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ces fournisseurs-là sont en train de glisser sur l'éco-responsabilité. Donc jusque-là, c'était économiquement vous intéresse. Et puis là, maintenant, le discours change un peu. On nous dit, pour la planète, ce serait intéressant de limiter les commandes. Mais ça a ses limites parce que malheureusement, on vit de nombreuses ruptures et que ça nous impose un peu à la dernière minute de passer des commandes, des urgences, et là, de faire rouler des camions, et des camions qui sont pas forcément totalement remplis puisque ça correspond à l'urgence. Donc je pense que là, il y a aussi encore besoin de mûrir, et en tout cas, à ma connaissance, aucune direction dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé n'avait d'objectifs très chiffrés et très concrets de mobilisation, par exemple, de la communauté pharmaceutique autour donc de ces problématiques de commande et de livraison. Donc il faudra faire remonter le message à l'école de Rennes, le HESP, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez dit que vous veniez de l'univers des dispositifs médicaux, en tout cas que vous aviez travaillé beaucoup. Il y a une problématique qui se pose avec les DM, dispositifs médicaux, c'est l'usage unique, ou alors le dispositif médical stérilisé. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement admis par les patients? Parce que là aussi, il y a peut-être un travail à faire sur les patients, non? Même s'il n'y a pas beaucoup la voix à l'hôpital. Oui. Disons que pour travailler plutôt avec des anesthésistes et des chirurgiens au quotidien sur cette activité-là, j'ai envie de dire, le patient est pas forcément très, c'est pas lui qui va choisir. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est assez intéressant cette histoire de disposable medical device, donc et puis entre les réutilisables et l'usage unique. Donc on a eu, moi je l'ai très bien connu, c'est-à-dire le vent, les pressions, y compris industrielles. Passons à l'usage unique, c'est tellement plus simple, plus besoin de passer par la cité centrale.
voilà, plus de problème de se poser de questions. Enfin, on oublie un peu la filière déchets, hein, qui est quand même un peu le parent pauvre quand même. En tout cas, dans ma pratique, j'ai pas vu des filières déchets très très bien organisées au niveau du bloc opératoire, alors qu'on génère énormément de déchets donc dans les blocs. Alors qu'à l'officine, elle est super bien organisée. On l'a vu l'année dernière lors du colloque PHSQ. C'est sûr. Vous le verrez en replay si vous voulez. C'est sûr, c'est même certain. Alors bon, pour ne pas trop se charger les épaules, hein, ça reste compliqué, hein, la filière déchets. Et alors encore plus, je pense, dans un bloc opératoire, puisque ça génère beaucoup de déchets très différents. Donc par rapport à cette problématique et cette mutation d'esprit, parce que je pense que c'est aussi ça, qu'on disait... le professeur Lévy parlait de communication, il faut qu'on évolue dans nos représentations collectives, il faut qu'on aide aussi à cette évolution-là. Donc moi, on me disait, écoutez, Madame Kabelgen, c'est formidable, vous allez enfin avoir le dispositif médical à usage unique, donc voilà, c'est tellement mieux de basculer. Alors je vous parle de bistouri, hein, enfin toutes ces choses qui sont un peu techniques. Un certain nombre, effectivement, en tout cas, j'achetais, moi, des choses qui allaient à la poubelle pour résoudre des problèmes de logistique et d'organisation de blocs opératoires. Et puis, aujourd'hui, ce sont les soignants, pour travailler avec des chirurgiens et des anesthésistes, ce sont eux, aujourd'hui, c'est les premiers à se dire, là... On en a marre de jeter les agrafeuses high-tech, y compris avec des gros robots de chirurgie, hein, puisqu'on met des choses à la poubelle quand même avec cet usage unique. Et donc ce sont ces médecins-là qui effectivement rentrent avec l'idée de dire finalement, tout ce qui est laryngoscope, hein, quand on va aller intuber, on a tourné longtemps avec de l'usage multiple. Et puis on est passé à l'usage unique. Et maintenant, non seulement on se réinterroge pour revenir à la stérilisation à l'usage multiple, mais surtout, on a même des collègues qui ont publié le fait que c'était économiquement rentable et écologiquement rentable de revenir sur un usage multiple et une réutilisation. Les esprits mûrissent. Alice Barra, je l'ai donc dit tout à l'heure, vous avez été chirurgien dentiste pendant très longtemps. Les chirurgiens dentistes travaillent avec des composants, si je ne m'abuse, qui viennent principalement des États-Unis ou d'Inde. Il me semble qu'il y a 2 producteurs majoritaires, principaux qui sont basés là-bas. Aujourd'hui, ça veut donc dire qu'il y a un indice carbone des produits de prothèses, en particulier dentaires, assez important. Et puis, on pourrait même aborder dans ma question la problématique de vos confrères qui ont choisi de travailler avec la Chine ou le Maghreb pour faire fabriquer les prothèses à l'autre bout du monde et les faire poser, parce que c'est beaucoup moins cher, à leurs patients. Donc, finalement, est-ce que c'est là aussi, il y a une évolution des mentalités ou, pour reposer ma question provocante de ce début, vos confrères sont-ils toujours aussi polluants? J'insiste, hein. Ok, ça me va, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut vraiment regarder les problèmes en face de toute façon. C'est pour ça qu'on est ici. Je repense à votre question sur les praticiens qui choisissent de faire fabriquer leurs prothèses à l'étranger. Je pense là pour le coup que ceux qui ne le font pas doivent vraiment le crier très très fort. Il y a vraiment un enjeu de communication sur les engagements. De toute façon, je pense aussi que ces praticiens-là se sont fait prendre à leur propre jeu quand il y a eu le confinement et la rupture des échanges internationaux. Je pense qu'il y en a qui ont fait marche arrière. Et puis, pareil, sur la problématique des dispositifs médicaux, en fait, il faut vraiment qu'on regarde ce qu'on est capable de produire sur place, les initiatives locales qui ont été mises en place, notamment pendant la crise Covid. Je pense notamment à la production des masques, hein, c'est aussi basique que ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de se casser la gueule parce qu'il n'y a pas de soutien de leur initiative de production locale. En particulier en Bretagne. Je prêche pour ma paroisse. Je sais, je sais. Voilà, donc ça, on est complètement à côté de la plaque sur ce point-là. Il faut qu'on réfléchisse collectivement. Et par rapport aux biomatériaux, donc pour les dentistes en tout cas, il y a par exemple des anesthésiques qui sont fabriqués en France. Il y a aussi des composites qui sont fabriqués en France. Donc il y a des solutions, c'est la bonne nouvelle. Après, les matières premières, je ne vous dis pas, je ne sais pas exactement de où elles viennent. Pour savoir de A à Z où sont produits les dispositifs médicaux, même au niveau des emballages, etc., je vais dire que c'est pratiquement impossible. Ouais, c'est compliqué. Enfin, ça demande un boulot à temps plein. Et après, au-delà justement de cette provenance, il y a aussi la composition de nos biomatériaux, de nos médicaments.
Et là, en termes de chirurgie dentaire, je ne voudrais pas vous saouler avec les soins dentaires, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille il y a 6 ans quand j'ai fait un petit virage. C'est une femme enceinte sur laquelle je voulais poser un composite qui m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre composite? Donc, vous savez, le composite, c'est la révolution de l'amalgame, donc il n'y a plus de mercure, mais en revanche, pas toujours, mais souvent, il y a des dérivés de bisphénol A. En fait, ce jour-là, je ne le savais pas du tout. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans le composite. Je savais très bien le poser et que ce soit esthétique pour avoir un beau sourire, mais elle m'a vraiment collé. Donc voilà. Collé et scotché. Scotché, c'est ça. Donc voilà, j'étais pas trop fière. Aujourd'hui, si elle me reposait la question, je lui dirais, on va peut-être différer le soin. On va attendre, si c'est pas urgent, on va peut-être attendre que vous ayez accouché, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi sur cette période de vulnérabilité. On en a parlé tout à l'heure avec le professeur Lévy. C'est vrai qu'il faut aussi connaître en tant que professionnel de santé un principe de précaution et pour le coup avoir une vision globale de notre proposition de soins. Et puis être formé et informé. Et là, pour le coup, moi, il y a 6 ans, j'y étais pas. Aujourd'hui, je sais que je ne sais pas. Et comment on s'organise pour savoir mieux, en fait. Antoine Priou, par rapport à la problématique des médicaments, vous m'avez dit que, en préparant cette table ronde, que l'une des solutions pour les pharmaciens, qui, je le rappelle quand même, réalisent à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires sur la dispensation de médicaments, l'une des solutions, ce serait peut-être de vendre moins de médicaments. Vous avez vraiment envie de vous faire lyncher aujourd'hui ou pas? En fait, quand j'ai commencé à mettre un peu le bazar en 2014 en annonçant la création du collectif des gardiens des poisons, c'était un peu ça. C'est-à-dire que si on regarde l'éthique de notre métier, logiquement, on devrait être payé pour les boîtes qu'on ne vend pas, parce qu'on fait de la prévention, parce qu'on maintient en bonne santé les territoires, en partenariat avec les autres professionnels, parce qu'on fait de la santé communautaire, avec les entreprises, les associations, les élus locaux. La santé communautaire, on devrait en faire tous les jours. Alors, moi, je suis désolé, j'avoue, tous les matins, je me lève avec mon éco-anxiété et je vois un monde à la Mad Max. Parce que si on continue comme ça sur nos émissions de carbone, c'est l'insécurité alimentaire à peu près partout dans le monde pour la seconde moitié de ce siècle. Qu'est-ce que je dis à Adèle? Qu'est-ce que je dis à Lucien, moi? Je leur dis désolé, il fallait que je maintienne mon économie. Je ne peux pas leur dire ça. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis Jean-Baptiste C., l'économie, la macroéconomie mondiale, est basée sur le fait qu'on considère les ressources naturelles comme étant gratuites et illimitées. Mais je suis désolé, regardez. Ça, c'est de la convention humaine. Tout de suite maintenant, c'est à peu près 10 baguettes de pain blanc. Un peu moins. Personne n'est là pour témoigner de l'inflation qu'il y a eu à l'entre-deux-guerres où il fallait une valise de bifton pour s'acheter une baguette en Allemagne. L'économie, ce sont des conventions. On ne peut pas transformer un monde en ayant le prisme de l'économie. Parce que les dés sont pipés depuis 2 siècles. Je suis désolé, c'est très dur à entendre, je le conçois. Et à une époque, vu que je n'avais pas encore rencontré les copains du Shift, vu que je n'avais pas encore pu faire mes preuves de concept sur le terrain, vu que je n'avais pas pu encore innover avec mes propres outils, j'étais extrêmement critique vis-à-vis des représentants de la profession. Je pense que aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai envie de construire en mode open source. Nous, tout ce qu'on fait, on le met dans le bien commun. Et demain, la question du bien commun sera fondamentale, parce que comment voulez-vous gérer des ressources qui se raréfient s'il n'y a pas une gestion équitable de ces ressources-là? Mad Max, c'est on se fout sur la tronche pour la dernière boîte de paracétamol, la dernière baguette de pain, le dernier morceau de bois, la dernière biomasse qui va nous permettre de nous chauffer. Mais Antoine, maintenant, je rebondis sur ce que disait Alice. Est-ce que le patient est prêt à entendre ce discours-là? C'est ça la clé du problème. Si le patient est prêt à entendre qu'on va tout faire pour le maintenir en bonne santé et que son espérance de vie en bonne santé va aller au-delà de 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes, voilà, sachant qu'on veut mettre la retraite à 65 ans. Enfin, je veux dire, regardez les courbes de l'espérance de vie en bonne santé. Elles stagnent depuis 25 ans. Ça commence à diminuer aux États-Unis avec le scandale des opioïdes. Enfin, je suis désolé, moi, je vois les courbes et je pète un câble parce que pour l'instant, j'avais pas d'autre option. Alors maintenant, voilà, avec Papillon, qui est en fait un plan dans le plan. Moi, j'ai participé au plan de transformation de l'économie française avec le Shift parce que j'y suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis un gogo de la pharmacie, je fais des trucs dans ma pharmacie, un peu dans mon coin, certes,
mais j'ai fait une preuve de concept là-dessus, je suis capable de gérer de la livraison une fois par semaine, je gère des déterminants de santé à l'échelon local, je suis capable de vous requêter une base de données où j'affiche tous mes patients qui fument et j'ai leur 06 à côté, je peux leur envoyer un SMS pour annoncer la prochaine campagne du mois sans tabac. Je développe en open source des outils de gestion du risque en santé communautaire, parce qu'on n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils. Les LGO, je suis désolé, c'est des logiciels de gestion de pharmacie. Et en plus, on ne peut pas faire de la gestion correcte parce que le paradigme des LGO, alors déjà, c'est dans l'histoire numérique, ça a été inspiré de la grande distribution, et c'est des logiciels qui permettent de gérer des stocks comme si tous les patients étaient des patients aigus. Voilà, stock minimum, stock maximum, et basta. Non, les patients, ils sont chroniques. Ça veut dire qu'on les voit revenir. Et tout à l'heure, je vous parlais du détail. Je vais quand même le dire pour vous expliquer à quel point c'est facile de transformer la pharmacie d'officine. Aujourd'hui, l'essentiel, et c'est pour ça que la notion de pharmacien correspondant est hyper importante, et qu'il faudrait revenir dessus, de manière constructive. Nous dispensons des ordonnances prescrites en mois pour des médicaments avec des posologies journalières. Combien il y a de jours dans un mois ? 31, 30 jours, 28, 29 tous les 4 ans. Combien il y a d'unités de prise journalière dans une boîte de médicaments ? C'est une question. 40 pour le Diffuca, 50 pour le propranolol, on peut en sortir quelques-unes comme ça. Alors maintenant, vous imaginez un orchestre philharmonique. Vous allez voir les musiciens, vous leur dites, écoutez les copains, vous allez accorder vos instruments de manière aléatoire. Et toi, le chef d'orchestre, le percussionniste, tu vas battre une mesure qui est elle aussi aléatoire. Vous voulez savoir où il est le problème dans les parcours de soins des pathologies chroniques des Français ? C'est qu'on n'utilise pas de normes en termes d'espace-temps. Nous, on fait de la dispensation à l'unité hyper facile. La dispensation à l'unité, pour nous, c'est même pas un sujet. Demain, moi, j'ai convaincu tous les médecins en leur expliquant qu'il fallait prescrire en multiples de semaines. Combien il y a de jours dans une semaine ? 7, c'est une norme, pas de problème. Et je dis, maintenant, je vais considérer toutes les boîtes de médicaments en multiples de semaines et je vais faire du lobbying avec le Shift pour dire à tous les industriels de médicaments, demain, je veux du conditionnement en multiples de semaines, donc essentiellement des boîtes de 28, et du blister unique découpable. J'ai des médecins qui prescrivent en semaine et j'ai des boîtes de médicaments en multiples de semaines. L'arithmétique, quand même solide les maths. Voilà, c'est pas les sciences sociales et économiques. Non, les maths, c'est les maths. Voilà. Je fais de la dispensation à l'unité. Waouh! Et avec un blister unique découpable et un logiciel bien branlé, je peux même gérer les switches de traitement. Voilà. Si je travaille correctement avec les industriels, je leur dis, ah oui, attendez, les recos, là, pour les prescriptions d'antibiotiques, dans telle pathologie, c'est tant de doses matin, soir, pendant 7 jours. Bon, bah, vous me faites des conditionnements, et c'est déjà plus ou moins le cas. Donc il y en a qui font l'effort, etc. Donc nous, on a fait tout un tas de preuves de concept avec l'association Papillon. Je rappelle quand même que je gère une maison de santé universitaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'accueille tout un tas d'étudiants, et je travaille avec des laboratoires de recherche. Donc biostatistique à Bordeaux, pharmacoépidémiologie à Bordeaux. Il y en a un qui ça parle, Bernard Bégaud ? Voilà. Ben ça tombe bien parce que là, enjeu des données de vie réelle dans la régulation et la qualité du système de santé. Aujourd'hui, on est en train de construire un entrepôt de données de santé des soins de premier recours. Voilà, je travaille avec des gens dans la santé publique, genre François Alla, qui est assez connu en ce moment. Je travaille avec des gens dans des laboratoires de philosophie, Barbara Stiegler. Bon, on travaille avec des universitaires et on a fait de notre pharmacie d'officine et notre pôle de santé un pôle de recherche. Sauf que elle est où la recherche en pharmacie d'officine aujourd'hui ? Alors justement, Nolwenn. Non, chacun son micro. Soyons Covid responsables. C'est le sujet de ma thèse. Bon, ça tombe bien. Alors. Voilà. Donc, oui, la recherche en pratique officinale n'existe pas, ou n'existe que de façon tout à fait confidentielle. Ça nous permettrait quand même, comme je disais, d'apporter beaucoup d'avoir des connaissances sur ce qu'on fait, la vraie vie du médicament. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les études sur les médicaments, elles s'arrêtent à la sortie du patient de l'hôpital, la plupart du temps. Et derrière, est-ce que le patient prend bien son traitement ? Parfois, c'est rien, quoi. Le comprimé est trop gros. Donc, le temps qu'il était dans l'étude clinique, le patient, il disait, je suis dans l'étude clinique, il faut bien que je prenne mes médicaments pour savoir si ça fonctionne. Très bien, ça a bien marché pendant l'étude clinique. On arrive en ville, nous, on distribue les comprimés, puis, je ne sais pas, ça vous arrive d'aller comme ça chez vos patients, faire un tour dans leur pharmacie, et là, on se rend compte qu'en fait,
Ce médicament-là, on ne comprend pas pourquoi le patient il tombe, pourquoi il a mal à la tête, pourquoi ça ne va pas. En fait, ce médicament-là, il y a 15 boîtes dans sa pharmacie. Mais ça, juste parce que le comprimé est trop gros. Et il suffisait d'en discuter un petit peu. Et puis peut-être qu'on peut proposer des solutions. Le problème, c'est que c'est toujours descendant. Et on a du mal, en fait, à avoir des données pour pouvoir remonter des informations. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir de la recherche à l'officine. C'est qu'un petit exemple, il y a plein de choses, mais ça peut être aussi... ça rentre dans notre qualité, justement, pouvoir faire évoluer nos pratiques. Qu'est-ce qui marche pas, et pouvoir vraiment faire évoluer notre métier de façon concrète et avoir des données pour avoir un poids sur les décideurs. Dire nous pharmaciens, nous petits pharmaciens d'officine, on est sur le terrain. Et vous, là, vous êtes en train de décider, vous nous dites, vous avez bien vu pour le Covid, tout ce qui s'est passé, on nous a dit, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ci. Et en fait, sur le terrain, c'était impossible, ingérable de faire de cette façon-là. Et si seulement on avait pu nous dire, voilà, nous, il existe ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, nos problèmes, c'est ça, et pouvoir les faire remonter, et que, je ne sais pas, les ministères, tous ces... on aurait pu avoir un poids en disant, nous tous les pharmaciens sur le terrain, on est tous d'accord pour dire que nous avons ces problèmes-là. Alors maintenant, tenez-en compte, mais on n'a pas de données, donc on ne peut pas le faire. Delphine, est-ce que c'est la même problématique à l'hôpital ? Je ne peux pas trop dire qu'il n'y a pas de recherche à l'hôpital. Parce qu'on a quand même quelques collègues qui, je ne suis pas universitaire, mais pour le coup, il y a quand même des démarches de recherche assez importantes. Je refais un peu de pub pour la Société française de pharmacie clinique, parce qu'on est très investis justement dans ces recueils de données, dans ces datas. Enfin, on fait ce qu'on peut, parce que c'est pas évident. Après, je ne sais pas trop comment répondre sur les démarches de recherche, parce que la recherche, c'est quand même multiples facettes. On travaille effectivement sur, à la fois des pratiques, des changements de pratiques, des expériences. Donc aujourd'hui, la recherche plutôt sur la problématique éco-responsabilité. Voilà, moi je l'ai pas trop vu. Je vois plutôt des professionnels investis, mais on n'est pas forcément dans des démarches de recherche. Mais encore une fois, ça commence. J'ai lu cette semaine une publication de collègues sur Nîmes-Montpellier, qui ont vraiment screené tout ce qui se passait dans leur bloc opératoire et les actions qu'ils pouvaient mener pour justement réduire le bilan carbone. Enfin, ça c'était très ouvert sur les actions, et c'est intéressant. Donc on commence à avoir aussi des données qui nous permettent, nous aussi, quelque part, ceux qui sont un peu spectateurs, qui tentent de faire changer des pratiques et des organisations, surtout des organisations, parce qu'en fait c'est ça qui est difficile. Mais ça va nous permettre d'avoir des effets leviers. Donc la recherche, on en a vraiment besoin, c'est certain. Mais du coup, là aussi, ça reste très compliqué. Alors, comme on a vu la présentation du professeur Lévy, on voit bien que tout est multifactoriel. Donc là aussi, dès qu'on met en place des mesures, on tire un petit peu, le fil de la pelote. Mais on voit que comme il y a différents facteurs associés à nos organisations, chacun a ses contraintes, ça reste quand même compliqué. Mais effectivement, je rejoins Nolwenn sur le principe que nous, on a vécu le Covid à l'hôpital. Oui, ça a été très difficile. Et en fait, on a surtout bien vu tous ensemble, les professionnels de terrain, moi je travaille beaucoup avec les médecins, que les solutions techniques, pratiques, y compris quand on était en rupture de dispositifs médicaux, puisque ça je l'ai vécu, ça sortait du terrain, et c'est pas du tout venu d'en haut. D'ailleurs, en haut, ils avaient besoin de professionnels justement pour les éclairer. Donc on a eu des super grosses réunions justement pour faire remonter l'information, pour expliquer en fait les difficultés, que ce soit pour les DM ou les médicaments. Avant de passer la parole au public, je voudrais quand même revenir sur un dernier point. Alice, tout à l'heure, vous avez dit mes confrères dentistes qui n'importent pas des prothèses de Chine ou de Maghreb doivent le faire savoir. Est-ce que ça veut dire finalement que, si on extrapole un petit peu, la notion de cabinet éco-responsable devrait être aujourd'hui affichée comme les pharmacies certifiées ISO 9001 QMS Pharma le sont? Est-ce qu'il faudrait avoir une espèce de label « Je suis professionnel de santé éco-responsable »
Et donc, vous pouvez venir chez moi parce que je respecte la santé environnementale pour excuser le professeur Lévy. Est-ce que c'est un truc à imaginer pour franchir un pas de plus? L'enjeu de communication, il est vraiment réel. Donc effectivement, quand on fait quelque chose, il faut en être fier et il faut le communiquer. Tout à l'heure, le professeur Lévy parlait des vitrines des pharmacies. Moi, ce que je ferais dans ma pharmacie, c'est que je mettrais mon vélo pour vraiment montrer que je prends soin de ma santé et je prends soin de votre santé, je prends soin de la santé des écosystèmes en venant en vélo et je suis fière de ça. Alors quand je dis ça, on va me dire oui, mais moi je peux pas parce que je fais 20 km, etc., etc. Il faut bien sûr adapter notre démarche et nos actions à notre contexte. Il n'y a pas de zéro impact, on l'a bien compris, mais en tout cas, on peut toujours s'améliorer. Donc, s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue est à valoriser. On va être contagieux, on va polliniser toutes les actions qu'on va mettre en place et engager donc les patients, les clients, mais aussi engager l'ensemble des parties prenantes, on l'a bien vu, l'ensemble de nos collègues. Est-ce qu'il faut en passer par une certification? Je ne sais pas, parce que après, s'il suffit de cocher des cases et de répondre un petit peu à côté en faisant une petite peinture verte, là, je pense que vous avez bien compris qu'on n'est pas du tout dans ça. Aujourd'hui, on doit vraiment répondre à des problématiques et à des défis écologiques monstrueux. Donc, une certification, oui, mais ce n'est pas du tout la priorité. Je pense que, en plus, sur ce sujet-là, des fois, on va pouvoir en faire un argument commercial. Il ne faut surtout pas non plus aller dans ce sens-là, parce que on n'est pas, enfin, on fait du commerce, malheureusement, mais on est d'abord avant tout des professionnels de santé, et donc il faut que ce soit un argument de santé, vraiment. Et il faut se réancrer dans ça, et il faut, encore une fois, être très fier et parler de santé globale à nos patients. Nolwenn, sans tomber donc dans l'écueil du commercial, est-ce que ça peut être un moyen de fidéliser votre clientèle, votre patientèle, sous un angle de santé publique? Allez, je vais réussir à faire ce grand écart comme ça. Oui, c'est important. Ça permet déjà de tenir les patients au courant de ce qu'on fait, de montrer que nous aussi, on s'implique. Plus il y a de personnes impliquées et à montrer qu'elles sont impliquées, et plus ce sera efficace et plus notre démarche sera globale. Et pour ça, c'est déjà très important. Et puis aussi, on a un rôle de santé et actuellement, on voit beaucoup, on parlait tout à l'heure d'éco-anxiété. Et moi, j'ai de plus en plus de patients, d'amis, de gens que je rencontre aussi via d'autres associations qui parlent vraiment d'éco-anxiété, mais c'est quelque chose, c'est important. Je pense que, on se rend pas tous compte du poids qui est sur les épaules surtout des jeunes. L'autre jour, j'étais à une conférence, à un débat, et il y a une jeune qui m'a dit « Ah, mais t'es pharmacienne? Ah, mais super, on a besoin de pharmaciens parce que quand il n'y aura plus rien, toi, au moins, tu sauras ce qu'il faut mettre dans les réserves et ce dont on a vraiment besoin pour survivre. » C'était quoi? C'est une conférence survivaliste? Non, pas du tout. Non, c'était un débat sur l'agriculture et le jardin, et le jardinage. Si je peux me permettre une remarque, moi je fais partie des gens, je suis désolé, je vais le dire crûment, j'habite en campagne, j'ai un jardin en permaculture. Je fais partie des gens qui sont conscients des cycles géochimiques, potassium, phosphore. Je fais partie de ces gens qui récupèrent leurs urines pour fertiliser leur jardin. Intéressez-vous au cycle du phosphore. Demain, c'est possiblement l'effondrement des rendements agricoles. Alors moi, je suis désolé, quand il n'y a plus rien à bouffer, en général, ça se passe pas bien. Voilà. Donc, oui, vas-y. Il faut que je retourne le truc sur un truc hyper Professeur positif. Lévy, je vais vous inviter à venir nous rejoindre, si vous voulez bien, parce qu'on va, pendant qu'Antoine cherche ses mots, pour nous convaincre d'utiliser nos urines et les crottins de cheval, on va pouvoir aborder la phase des questions avec le public. Non, je plaisante, Antoine. La donnée. Plusieurs fois, j'entends le mot donnée. Quand on doit se poser la question de comment réinventer un modèle économique de la pharmacie d'officine et du système de santé en se détachant des volumes commerciaux. Parce que c'est vrai que si on voulait fonctionner vraiment en termes de PIB, il faudrait que le PIB mondial diminue de 5% tous les ans
jusqu'en 2050, c'est-à-dire qu'on ait un Covid supplémentaire tous les ans d'un point de vue économique pour respecter les accords de Paris. Ok. Autant vous dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non mais attends, parce que je veux quand même que l'auditoire puisse poser des questions. Oui, je termine sur la donnée. Vraiment en 2 mots alors. Parce que c'est vraiment un sujet sensible. Non, parce que c'était ma question de relance. C'est donc de dire, on en parlera après. Les pharmaciens sont des formidables producteurs de données, et s'ils mettent cette culture-là au sein des collectifs de soignants, maisons de santé CPTS, et qu'il y a une autogestion des bases de données, c'est-à-dire qu'on en comprend la finalité de traitement et on en comprend l'importance pour se les garder pour nous, pas pour se les faire piller, Oui. Voilà. Mais si on comprend l'importance de nos données, demain on sera capable de dire, regardez, j'ai évité tant d'hospitalisations. Désolé, il y aura moins de boulot pour vous. Voilà. J'ai évité tant d'hospitalisations, Madame la Sécu. Je veux tant d'euros. C'est comme ça. J'ai déprescrit les médicaments, j'ai évité des chutes de personnes âgées. Antoine, je veux tant d'euros. Ne spoilez pas toutes mes questions de relance, s'il vous plaît. Merci. Alors, y a-t-il une question dans l'auditoire ? Je ne peux pas croire que tout ceci vous a laissé insensible. Mademoiselle, je crois que c'est au premier rang. Vous êtes gentille de vous présenter à chaque fois que vous prendrez le micro, comme ça on saura de qui il s'agit. Merci beaucoup. Non, juste derrière vous, Madame la Présidente. Ah, Marie d'abord. Bonjour, Marie Vonte, le quotidien du pharmacien. Je crois me souvenir que le volet justement de l'environnement devait être présent dans la convention pharmaceutique. Et grande déception, je n'ai vu que la DAU finalement comme mesure, une DAU qui reste quand même très contrainte puisqu'on est, je crois, à 500 € maximum, je crois, par an. Est-ce que justement, Antoine Priou vient de le dire, que c'est possible, hein, et il fait un peu figure d'exception dans la profession parce qu'il y a eu quand même une levée de bouclier de la part des autres pharmaciens qui ne sont pas l'air très prêts en fait à adopter la DAU. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a peut-être un moyen là de la part aussi peut-être des syndicats d'actionner cette mesure. Qui répond ? Sachant que chaque réponse, ça c'est pour Antoine, sera brève et courte. Qui prend la parole ? Bon, allez, Antoine. On a dit concis, hein ? Je vais citer Edgar Morin. Toute innovation transformatrice est d'abord une déviance. Il n'y a pas de consensus préalable à l'innovation. On n'innove pas à partir d'une idée moyenne. Tout comme il n'y a pas de cours de créativité à l'ENA. C'est une question de terrain, c'est une question d'expérience. Et la loi de diffusion de l'innovation, il y a toujours des innovateurs, puis des adopteurs précoces, puis des suiveurs. C'est quelque chose qui se fait dans le temps, etc. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut tester en vie réelle des choses qui fonctionnent et ensuite le faire savoir. Pour dire, non mais attendez, en fait, si on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est possible. Et ça, c'est un travail d'ingénieur. Voilà. C'est ce que font les ingénieurs. Ils règlent des problèmes. Juste Allez-y, un simple Antoine. rappel, la notion de recherche est rentrée dans les missions du pharmacien il y a quelques années. Voilà. Et dans la loi française depuis et la définition du métier du pharmacien, ça devait être en 2018. Alors, une question devant. Oui, concernant la délivrance à l'unité, je crois que l'Académie s'était prononcée pour ou contre. On en avait... Vous voulez pas intervenir, professeur Lévy ? Si, ça pose pas de problème. Bon, je me souviens plus de l'avis, enfin de tous les éléments de l'avis, mais effectivement, c'était plutôt contre. Mais c'est pour toute une série de considérations. C'est pas uniquement le problème environnemental. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que quand j'ai débuté sur ce problème de la pollution de l'environnement par les résidus de médicaments, ça fait plus de 20 ans, tout de suite, dans chaque intervention, on me disait « Ah, mais la solution, c'est la délivrance à l'unité. » Bon. Alors, je me disais, c'est quand même un peu bizarre, parce qu'à mon avis, quelqu'un qui n'utilise pas ces médicaments parce qu'il ne va pas les prendre tous, qu'il soit dans un sachet ou dans une boîte, ça ne fera pas une grosse différence. Donc, intuitivement, comme ça, je me dis, ça ne changera pas grand-chose. Bon, mais en tant que scientifique, je me dis, il ne faut pas se limiter à une intuition, il faut faire une démonstration. Du coup, on a insisté, et puis il y a eu une expérience faite par le ministère qui a abouti à des résultats. Ça a pris du temps, on a eu peu de résultats, on a eu du mal un peu à les avoir. C'était peut-être une réduction de l'ordre de maximum 10%. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas la solution miracle qui fait qu'on va résoudre tous les problèmes de la pollution de l'environnement avec ça. Donc après, il y a toutes les autres considérations sur le fait de changer l'organisation des officines ou autre. Enfin bon, il y a des pays qui font la délivrance à l'unité sans problème. Alors, mes questions à moi maintenant, j'en ai deux. Une pour vous, professeur Lévy. On parlait de la contamination de l'eau par les médicaments. Est-ce qu'on a identifié si cette contamination est plutôt liée aux métabolites
ou aux médicaments non consommés jetés dans l'environnement. Et on a en tête que les médicaments concernent l'humain, mais également l'animal. Et ma deuxième question, on a compris lors des échanges de ce matin que une pharmacie éco-responsable, ce n'était pas forcément un sujet simple. Il y a aujourd'hui le comportement de chacun à faire évoluer. Vous tous, dans vos parties respectives, vous avez fait évoluer votre comportement et vous avez abouti à une amélioration. On a compris que ça passera forcément par là, mais on a compris également qu'il y a des décisions importantes à un niveau au-dessus à prendre pour déclencher. On a parlé des financements, on a parlé de la R&D, il y a des moteurs qui seraient peut-être plus politiques. Est-ce que vous avez, vous tous, identifié les personnes devant le bureau desquelles on va devoir camper pour faire avancer le schmilblick? Qui répond? Professeur Lévy, d'abord. Allez, professeur Lévy, à vous. Déjà, sur les résidus de médicaments, on n'a pas véritablement tracé la possibilité des rejets. Alors, on a fait une modélisation sur tout un réseau dans la région de Haute-Savoie. On a réussi à modéliser dans toutes les communes reliées à des égouts les fluctuations journalières. Et on a vu que certaines fois, il y avait quand même des pics qui pouvaient correspondre en fait à quelqu'un qui, soit une seule personne est venue éliminer quelque chose ou alors acheter. Mais faire la part entre les deux, pour l'instant, c'est trop difficile. Alors ce qu'on sait par contre, ce qui a bien été montré, et on l'avait montré il y a très longtemps et ça a été confirmé derrière, c'est que ce qu'on trouve dans la station d'épuration, dans les égouts, c'est à 80% en provenance de la ville. Donc l'action, elle est très diffuse. Et donc pour rejoindre le deuxième sujet que vous évoquez, et par rapport à tout ce qui vient d'être dit auparavant, et ce que j'ai dit avant, le plus difficile, c'est d'alerter, de convaincre, mais sans culpabiliser. Quand on dit aux gens, vous êtes tous pourris, vous êtes tous nuls, vous bousillez la planète, on va tous mourir, les gens se disent, bon, ok, t'es gentil, mais j'ai déjà assez de soucis comme ça, et ils n'écoutent plus. Il faut être capable de leur amener. Alors je ne dis pas que j'ai la solution, hein, c'est pas facile. Mais c'est comme quand on essaie de convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer, quoi. C'est écrit dessus sur le paquet, il y a écrit ça tue. Donc le gars, si on lui dit ça va vous tuer, il le sait, c'est écrit sur le paquet. Donc c'est plus compliqué que ça. Et il faut l'amener à une véritable conviction personnelle. Et là, les enjeux dont on parle sont tellement importants, et heureusement on en prend conscience aujourd'hui, qu'il faut réussir à amener le discours. Alors après, pour l'action politique, pas de secret, hein. On va élire des députés, là, et ensuite, ils sont censés nous représenter à l'Assemblée. Donc, plus on aura de pharmaciens à l'Assemblée, plus on a une petite chance de faire passer des messages, quoi. Hein, les médecins ont très bien compris ça, il y a beaucoup de médecins à l'Assemblée. Oui, pharmaciens, je crois qu'il y en avait deux, hein. Deux députés, deux sénateurs de mémoire. Hein. Ben oui, il n'y en a pas assez, alors des dentistes aussi. Hein. Donc, les professionnels de la santé doivent faire bouger leurs députés sur la prise de conscience locale. Et si les députés ne bougent pas, il faut passer par le biais des associations locales, des citoyens. Et plus les citoyens vont se mobiliser, plus ça va bouger. Sinon, ce n'est pas la peine. Delphine, avant de donner la parole à Antoine. Oui, je voulais simplement rajouter par rapport au questionnement à la fois, donc pour rester un peu pragmatique, notamment nos fameux déchets médicamenteux. Oui, je ne suis pas très étonnée qu'on ne soit pas en capacité de faire la différence entre du rejet effluent, on va dire déchet, et du métabolisme humain ou animal. Mais il me semble qu'il vaut mieux qu'on se concentre sur nos problèmes de gaspillage. D'abord, parce que c'est quand même le levier, avant même de pouvoir dire abstention de médicaments, des prescriptions, hein, ça fait partie des termes qu'on utilise. Hein, moi, c'est aussi dans mon travail au quotidien, y compris en psychiatrie, où on essaye aussi de faire évoluer les psychiatres sur le fait qu'on a un médicament et peut-être que celui-là marche pas, peut-être qu'il faut l'arrêter, parce qu'on a quand même plutôt tendance à faire des millefeuilles plutôt que de remettre en question l'ordonnance en cours. Enfin, c'est ma pratique à l'hôpital, alors plutôt côté psychiatrie, mais je pense que c'est un peu valable partout. Mais ce que je voulais dire en termes de pratique et de représentation, je pense que déjà, c'est d'abord un enjeu individuel, justement, qu'on revoie nos filières déchets. Si je prends le cas du bloc opératoire que je connais bien, aujourd'hui, les questions qu'on se pose, à quoi ça sert de
de préparer en amont des seringues de propofol, donc le temps de l'anesthésie, puisque c'est une pratique dans toutes les salles d'intervention en France et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de publications sur ces sujets-là, où effectivement on a tendance à préparer à l'avance et puis on gaspille, parce qu'en fait on n'a pas besoin forcément d'aller rajouter la 2e ou 3e seringue de propofol sur une intervention chirurgicale. Et puis alors vous allez un petit peu plus loin, alors bon, la seringue de propofol est préparée à l'avance, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai un circuit de traitement donc pour mettre mon propofol quelque part et sécuriser le risque chimique lié au propofol ? On sait aujourd'hui que c'est écotoxique le propofol, donc c'est un lipide, hein, c'est très gras et on en retrouve partout. Enfin, en tout cas, on en retrouve dans l'environnement, de ce que j'ai lu. Et donc, c'est aussi, tiens, qu'est-ce que je fais de mes seringues ? Est-ce que, 1, je fabrique des seringues en plus ? Oui, non. Et puis, 2, qu'est-ce que j'en fais ? Il faut reconnaître qu'on sait aussi qu'on a des pratiques d'équipe où on va plutôt dire, le liquide, on va le mettre dans l'évier. Hein. Voilà, même pas les dasseries, je parle de l'évier. Donc ça, c'est je pense que, moi, j'essaye aussi un peu à ma petite échelle, notamment quand on discute avec les étudiants, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience individuelle indispensable et je pense qu'il faut qu'on change nos habitudes. Et alors pour répondre à la question de la espèce de gouvernance, qui prend des décisions, en fait sur l'hôpital c'est déjà compliqué d'être dans une situation, je dirais, de discussion avec une direction qui aujourd'hui, moi je prends l'hôpital dans lequel je suis actuellement, je suis en psychiatrie. La question du jour, c'est pas effectivement comment je peux devenir éco-responsable demain, c'est plutôt comment je fais tourner un service parce que j'ai plus de personnel et que on ferme des services et c'est assez dramatique. Donc c'est pas gagné. Moi, je m'arrête à ce niveau-là parce que je vais pas plus loin, mais du coup, c'est pas facile. Non, mais c'est vrai. Et en plus, dans le milieu hospitalier, ce problème est partagé entre les services techniques, la direction, voire le pharmacien. Donc du coup, quand moi je travaillais sur les égouts des hôpitaux, il fallait avoir pratiquement l'accord de tout le monde pour réussir à faire les choses. Et c'est parfois compliqué parce que les services techniques ne s'entendent pas avec la direction, etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective du thème pour que ça puisse bien bouger. Et par rapport aux réductions de médicaments, il faut bien voir que chez les vétérinaires, on est passé, parce qu'il y a eu des décisions sévères qui ont été prises, de 1500 tonnes d'antibiotiques par an, essentiellement sur les porcs et les volailles, à quelque chose comme 500-600 tonnes en 10 ans. Alors évidemment, chez l'homme, c'est plus difficile, parce qu'on ne va pas dire aux gens, on va vous faire interdire de dispenser des antibiotiques. Mais on a vu chez les vétérinaires, quand même, la quantité qui a diminué montre qu'il y avait quand même un abus très net, quoi. Donc ce que vous évoquez sur le fait d'arriver à convaincre les prescripteurs, c'est hyper important. Alors il ne faut pas non plus croire qu'il y a tous les médicaments dans l'environnement. Il y a des familles de médicaments qu'on connaît sur lesquels on pourrait agir, mais sous réserve de ne pas nuire à la santé publique. C'est ça qui est très délicat. Et quand vous parliez de recherche à l'officine, moi je trouve ça génial, mais il faudrait réussir, et alors là c'est un défi énorme, à convaincre les doyens des facultés de pharmacie que la recherche à l'officine, c'est même le concept, je suis même pas sûr qu'ils l'imaginent. Parce que dans les facs de pharmacie, l'officine, c'est toujours considéré comme un peu la petite matière la moins passionnante, ce qui est absolument scandaleux, parce que chaque pharmacien a le même rôle, la même responsabilité vis-à-vis de la société. Et donc, développer des vraies activités de recherche en officine, c'est, à mon avis, essentiel. C'est un travail qui est en cours, et il y a notamment la fac d'Angers qui met en place un diplôme universitaire dans ce sens. Avec Sébastien. Antoine sur le fait localement, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des cercles de qualité de pharma suisse. Comment est-ce qu'on fait ? On a la base de données de notre maison de santé et on croise les informations pour faire en fait des profils de prescription des médecins locaux en fonction de certains médicaments. Donc on l'a fait sur les antibiotiques, les IPP, les AINS, les dentalgiques de palier 2. Et donc je suis capable de sortir des camemberts avec des couleurs et avec des recos à côté, avec du vert, du jaune, un peu de rouge pour dire voilà. Et je vois les copains médecins et je leur dis bon là je suis désolé mais on prescrit trop de kétoprophène, on prescrit trop de fluoroquinolone. Donc je vais voir Timothée Grenaille, médecin généraliste. Pas de nom, Antoine, pas de nom. Oui, mais ça donne du réel. Il faut ancrer les choses dans le réel. On est une espèce fabulatrice. Il faut ancrer les choses dans un récit. Donc je vais voir Timothée et je lui dis, écoute, mon coco, on peut faire mieux.
On peut faire mieux. Et derrière, la donnée qu'on a structurée nous permet de nous améliorer et aussi de faire de la recherche très opérationnelle. Alors maintenant, sur le côté représentation nationale, j'avoue, il y a une période, j'étais très en colère et je cherchais des responsables. Et ce que j'ai appris avec le Shift, ça m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, il y a la responsabilité de la situation dans laquelle on est tellement globale et distribuée dans le temps qu'en fait, on est tous à la fois responsables et tous acteurs. Donc là, je fais vraiment un appel officiel, que ce soit à des pharmaciens d'officine, à des représentants de la profession, à qui que ce soit. Il faut venir voir ce que ça donne sur le terrain. Dans ma pharmacie, sur le plateau de Mille Vaches, parce que c'est comme quand j'explique à ma fille Adèle que oui, les épinards du jardin, ils peuvent être bons. Il faut juste qu'ils soient bien préparés, etc., etc. Il faut goûter avant de juger. Et après, on discute. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Si c'est pas adapté ailleurs, mais ok. D'autres pharmacies trouveront leur solution. Mais j'invite les personnes qui le souhaitent à venir voir. Et sincèrement, j'accueillerai n'importe qui en ami. Parce que je pense que on est à un moment charnière pour essayer d'inverser la tendance, et les pharmaciens ont cette possibilité-là. Mais il faut que je puisse dérouler un récit sur le terrain. Donc je vous invite. Alice. En fait, Antoine a pris mes mots, enfin nos mots, et c'est bon signe, donc c'est une bonne nouvelle. Je voulais juste insister sur le fait, effectivement, qu'il faut que les organisations et ceux qui sont au-dessus de nous, entre guillemets, s'emparent du sujet et changent les contenus de convention et innovent finalement, mais on a compris que l'innovation n'allait pas forcément venir d'eux. En tout cas, mon petit doigt m'a dit qu'il y a quand même pas mal de puces à l'oreille qui sont en train de les gratter. Et aujourd'hui, on est tous responsables et il y a déjà des outils qui existent. Donc là, je vais faire la promotion du livret, mais le guide proposé par Pharmasystème Qualité est déjà bourré d'actions qu'on peut mettre en place dès cet après-midi, dès demain. Donc il ne faut pas attendre. Et en fait, en arrivant dans la salle, moi j'étais un petit peu choquée par le point d'interrogation qu'il y a sur le titre « Vers une pharmacie éco-responsable ». Est-ce qu'on pourrait enlever le point d'interrogation Non, parce que vous étiez là pour répondre à la question. On l'enlèvera maintenant. Vous avez répondu, mais quand vous êtes arrivé... Qu'en pensez-vous Une question, je crois, au fond de la salle. Bonjour, Jean-Michel Brozowski, président du comité pour la valorisation de l'acte officinal. Et j'en ai rajouté une deuxième. L'Association des États généraux du premier recours. Double présidence, double folie. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, il y a une seule question, Jean-Michel. Oui, il y a une question, bien sûr qu'il y a une question. Oui, il y a une double question, tiens. Rien que pour toi, c'est parce que... Bon. La première question, c'est la documentation, effectivement, comment on peut créer que le pharmacien soit créateur de documentation, donc créateur d'informations pour les autres, et quels sont ces critères d'information qu'on pourrait créer? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou pas? Puis il y a deux questions qui me reviennent. Un pharmacien, c'est un informateur, si j'ai bien compris. Et en règle générale, les mesures hygiéno-diététiques, c'est aussi des médicaments. L'alimentation, c'est aussi un médicament. L'activité physique, c'est aussi un médicament. La sédentarité et la lutte contre la sédentarité, c'est aussi un médicament. Donc ces éléments-là me semblent absolument essentiels parce que effectivement, il faudrait remettre en avant le fait que quand je vends un produit, je peux mettre en association les mesures hygiéno-diététiques qui sont à plus long terme. Deuxième point, qu'en est-il des réflexions sur est-ce que la PDA est un élément écologique et qu'est-ce que je fais de la livraison à domicile? Donc c'est deux possibilités aussi de réflexion par rapport à l'amélioration des choses. Merci beaucoup. Qui répond? Moi, je veux bien répondre sur on va dire la médication gratuite. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est au programme des facultés, non seulement le sport santé, mais aussi l'alimentation. Donc vous pouvez vous appuyer sur de jeunes pharmaciens qui sont bien formés, qui sortent tout juste de la faculté et qui ont toutes les connaissances qu'il vous faut. Toutes les facultés ou uniquement celles d'Angers? J'ai Angers parce qu'elle est souvent en avance par rapport aux autres. Alors moi je viens de la fac de Rennes et ça fait partie du nouveau, ça fait vraiment partie du nouveau programme
Ça fait déjà quelques années que j'ai été à la fac. Et ça faisait déjà partie du programme. Bon, et pour rester dans l'Ouest, est-ce que ça existe aussi à la faculté de Caen? Parce que Jean-Michel intervient à la faculté de Caen, c'est pour ça. C'est une question. Ça fait partie du programme, du programme officiel. Bon, ben voilà. Général sur toute la France. Bon, Jean-Michel, mettez-vous la page, enfin. Oui, et puis je peux compléter avec aussi le service sanitaire, qui est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Donc les étudiants, puisqu'on leur demande, c'est de s'associer entre étudiants en médecine, pharmacie, dentaire et infirmiers pour monter des groupes ensemble pour aller dans les écoles, enfin pas que dans les écoles, ça peut être dans les entreprises, dans les prisons, n'importe où, pour faire de la communication en santé publique. Donc ça, c'est très important. Et du coup, si vous avez des besoins communs dans des officines dans une commune, vous pouvez vous brancher avec la fac pour organiser la venue de groupes. Bon, pour la documentation, je parlais tout à l'heure du CESFARM parce que je les connais bien depuis très longtemps. Et dans votre cotisation au Conseil de l'Ordre, vous payez le CESFARM. Donc, si les officinaux demandent au Conseil de l'Ordre national d'obtenir des documents sur tel ou tel thème, il n'y a aucun problème. Le CESFARM, il connaît ça très bien, il sait le faire, il va se brancher avec des facs. Il y a des étudiants qui peuvent très bien faire des documents dans le cadre de leur thèse d'exercice. Enfin bref, derrière, toute la chaîne peut se faire sans problème. Mais c'est sûr que ça bougera plus si vous en faites la demande, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, si le Conseil de l'Ordre national entend maintenant que l'éco-responsabilité est une véritable demande des officines, ça bougera peut-être un petit peu. Si c'est nous qui venons au-dessus pour en parler, tout le monde s'en fiche, quoi. Donc il faut que ça soit la base qui stimule. C'est comme pour tout le reste, quoi. Puis au moment où ça avance pas, eh ben, on prend les manettes et on le fait soi-même, quoi. Je pense que les étudiants veulent donner du sens. Enfin, je ne vais pas parler au nom de Clara et de la NEP, mais tout à l'heure, votre témoignage entre le lien titulaire assistant, enfin, qui n'est pas forcément directement lié au statut d'étudiant, mais si on ne redonne pas du sens profond sur les enjeux environnementaux et globaux dans notre exercice professionnel, moi je crains qu'il y ait un renouvellement de la profession qui soit ralenti. Et on les voit, les courbes du Conseil de l'Ordre. Moi je les vois, le vieillissement de la population. Alors il y a l'effet pipi-boum, il y a l'effet papy-boum, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, si on n'ouvre pas des perspectives à la fois avec un modèle économique du maintien en bonne santé des gens, et donc une moindre utilisation de médicaments, et donc moins de carbone, parce que le médicament, vous remontez la chaîne de fabrication, c'est du nafta, et juste avant, c'est du pétrole, enfin c'est de la chimie orga. Donc s'il n'y a pas un récit qui est suffisamment pragmatique et construit en partant du terrain, qui s'appuie sur cette éco-responsabilité à l'officine, moi, j'ai tout simplement peur que demain, il n'y ait plus assez d'étudiants et de pharmaciens qui s'engagent à racheter des fonds de commerce, qu'il y a plein de pharmaciens papy-boomers qui veulent vendre. Enfin, sinon, c'est que je ne sais pas regarder les chiffres. Mais il y a cet enjeu-là aussi. Donc, je comprends qu'il y a un capital à transmettre. Mais demain, je pense qu'on doit passer vers un capital informationnel, plutôt dans une économie de service, plutôt qu'un capital physique dans une économie de marché. Je voulais rebondir sur ce que tu dis, Antoine, parce que cette notion de fédérer autour de valeurs, c'est une notion que vous avez abordée, Alice, dans votre livre. Et à l'heure où Philippe Bessé me disait tout à l'heure, il manque 6000 personnes sur le réseau, on cherche des collaborateurs, qu'ils soient préparateurs ou pharmaciens. S'il y a une valeur peut-être à mettre en avant demain matin, c'est peut-être celle-là. À défaut de label, une valeur éco-responsable. Y a-t-il une autre question? Ah, monsieur. Pendant que le micro passe, mon assistant, il vient de Lille. Je suis obligé de faire venir des gens de Lille pour venir me remplacer à la pharmacie. On n'a pas un petit problème de recrutement en ce moment-là? Mais c'est parce que le plateau des 1000 vaches est très séduisant, Antoine. Faut voir aussi comment j'ai besoin. Nous, on a besoin de se battre. L'autre, il vient du Gers. C'est l'enfer. Monsieur. Oui, bonjour. Donc Thibault Labarthe, je travaille chez Caron Consultant. Et la question que je me pose, c'est quel est le niveau de sensibilité, de prise de conscience de la patientèle, justement des officines, des étudiants, de la patientèle, également des cabinets de chirurgie dentaire, vis-à-vis de cette notion de pharmacie éco-responsable. Est-ce qu'on est vraiment sur de la demande ou est-ce qu'il y a encore un travail de sensibilisation à réaliser? Alice Nolwenn. Oui, il y a Après Antoine, de la demande en fait, puisque de toute façon on est abreuvé d'informations qui nous filent de l'éco-anxiété, donc on a tous envie d'agir, mais le problème c'est comment on agit. Et aujourd'hui, le professeur Lévy a très bien dit, les patients ou les clients sont informés, surinformés, désinformés, et donc c'est à nous d'avoir une longueur d'avance
et de savoir répondre, en fait, effectivement, jauger le risque, le danger, etc. Avoir une longueur d'avance sur l'information et être capable de répondre à la demande du patient qu'on aura en face de nous, de son éco-anxiété. Et donc ça passe notamment par la composition des médicaments. On regarder la balance bénéfice-risque santé, la balance bénéfice-risque environnement. Et pour finir, oui, il y a, tout le monde est en attente et tout le monde a besoin d'avoir un interlocuteur engagé qui respecte la qualité du soin et qui respecte aussi la qualité du service et qui ne fait pas n'importe quoi, qui n'est pas dans la surenchère de l'anxiété en fait. Nolwenn. Alors jusque-là, on voyait beaucoup on a toujours l'image du bobo écolo, le cadre supérieur avec sa capacité d'achat qui peut acheter du bio. Moi, mes demandes les plus fortes, les plus insistantes pour le bio, ce sont des mamans qui sont pas du tout d'un milieu favorisé, qui habitent dans les HLM. Et qui ont un budget réservé, par exemple, à la cosmétique, et qui veulent du bio, qui veulent des produits simples. Elles veulent absolument, du beurre de karité pour leur bébé, et c'est ça et pas autre chose. Et il faut qu'il soit bio, et il faut qu'il soit bien sourcé, parce que pour elles, c'est important. Et c'est vraiment en train de se répandre et déjà répandu dans toute la société. Ce ne sont pas que mes patients profs ou cadres supérieurs, et ce ne sont pas eux les plus insistants en fait. Et il y a aussi des besoins de réponses. Je pense que vous avez tous vu vos patients là quand il y a eu les questions sur le dioxyde de titane. Qui vous a posé des questions? Est-ce que c'est que certaines personnes, ces personnes-là, écolo-bobo? Moi, je suis pas convaincue. Moi, j'ai des gens tous, et les grands-parents, parce que c'est les parents, leurs enfants qui sont inquiets pour les petits-enfants. C'est vraiment toute la société. Hein. C'est important. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. T'abordes pas t'abordes pas de l'écologie. Moi, j'ai des agriculteurs. Je suis sur un territoire, il y a beaucoup d'agriculteurs. Il y a des attaques de loups. Les mecs, ils gagnent 200 balles par mois. Ils viennent de prendre la crise de la Russie et ils savent que l'année prochaine, ils vont devoir payer 3 fois plus cher leur fioul rouge pour faire tourner leur tracteur. Ils ont des attaques de loups. Tu veux aller leur parler biodiversité et écologie? Ils sont armés. Non mais voilà, mais c'est ça le terrain. Voilà. Ensuite, il y a les personnes âgées. Les personnes âgées qui ont connu les 30 Glorieuses. Donc, tu as aussi certaines personnes qui disent c'était mieux avant. Il y en a certaines, je suis désolé, je fais de la dispensation des médicaments à l'unité depuis déjà quelques années par désobéissance civile. Voilà, je l'annonce, j'essaye de faire les choses correctement, mais je le fais. Des personnes me demandaient pourquoi je déconditionnais les antibiotiques. Et alors je faisais des notices d'information pour leur expliquer. Mais c'est compliqué parce qu'ils disent ah oui, mais c'est ma boîte de médicaments, j'ai droit. Je fais non, c'est le bien commun, c'est la solidarité nationale. Tout le monde cotise pour qu'on ait ce droit-là, il faut le préserver parce que demain, sinon, il n'y aura plus rien. Voilà. Et puis à côté de ça, il y en a certains, des gens qui sont capables de comprendre ce qu'on fait et qui disent ce que vous faites, c'est génial. Mais en fait, il y a tout. Il faut s'adapter en fonction des territoires. Mais c'est très dur. Et ça demande du temps. Merci Antoine. Non, tu peux garder le micro. Merci beaucoup. Bien, je pense que comme il n'y a plus de questions, c'est ce que je décide de manière très autoritaire parce que on est vraiment très en retard. Je vous propose de les remercier. Ça n'empêche, Marie, que vous pourrez poursuivre. Merci à tous les 5.